à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence sur le sujet de l'eau, ce 17-20. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé Carello, je m'occupe des sujets d'aménagement durable chez Underbat Occitanie. Donc avant de laisser Ilona Pior, notre directrice, réaliser un mot d'ouverture, je tenais à remercier les partenaires financiers de cet événement. Vous avez juste ici, au niveau des logos. Et je tenais à remercier particulièrement l'agence de la Dour-Garonne, qui est représentée ce soir. Donc Ilona, c'est à toi, je te laisse. Bienvenue à toutes et à tous. Toujours aussi ravie de pouvoir accueillir les acteurs professionnels que vous êtes pour ces 17-20, des rendez-vous que l'on organise depuis 2011. Donc ça commence à faire un bout de temps. On en fait à peu près 4 par an parmi les 70 événements qu'organise l'association tout au long de l'année sur l'ensemble de la région, donc Envirobat Occitanie. C'est un centre de ressources et un réseau d'acteurs professionnels de l'acte de bâtir et d'aménager, du bâtiment et de l'aménagement durable. Donc on est vraiment sur ces sujets-là avec un seul objectif, c'est de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments et des aménagements et puis de les adapter aux impacts du dérèglement climatique. Et notre levier, c'est vous. Comment on peut vous accompagner dans la prise en compte de ces enjeux, vous outiller, vous apporter de la méthode, vous former et accompagner aussi les maîtres d'ouvrage avec des démarches comme les démarches Bâtiment durable Occitanie qui aujourd'hui accompagne 300 projets, ou Quartier durable Occitanie qui aujourd'hui accompagne aussi projets. Pour ça, on est évidemment toute une équipe à vos côtés. L'équipe d'Envirobat Occitanie, aujourd'hui, c'est 18 personnes. Et donc 18 personnes avec une réelle expertise, une vraie connaissance de l'écosystème d'acteurs, mais aussi des expertises des acteurs en région. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous pouvez nous solliciter à tout moment dans le cadre des projets que vous portez. Que ce soit un projet qui doit intégrer une certaine typologie de matériaux, de réemploi, biosourcés, géosourcés, qui doit intégrer et qui souhaite intégrer mieux intégrer le sujet de l'eau ou de l'énergie ou de la biodive. Et sachez qu'au sein de l'équipe, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions sur ces sujets-là et surtout pour vous mettre en relation avec les bons acteurs en région. Parce que toutes ces expertises-là, elles existent en région. Vous êtes un certain nombre dans la salle à en porter une partie. Et nous, le but, c'est qu'on vous connaît bien, particulièrement nos 300 adhérents. Nous sommes une association avec des adhérents. Et donc, voilà, notre intention, c'est de faciliter la mise en œuvre de ces projets qui doivent être démonstrateurs, exemplaires sur cette approche bâtiment durable ou quartier durable. Et puis aussi de préparer le terrain pour vous, professionnels, pour que vous puissiez parfaitement les mettre en œuvre. On travaille beaucoup, évidemment, avec nos partenaires institutionnels et financiers que sont l'ADEME, la région, qui sont aussi des donneurs d'ordre, qui mènent des politiques publiques, avec l'État aussi à travers l'ADREAL, plusieurs agences, les agences de l'eau, Adour-Garonne, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'agence régionale de santé. Donc on a différents partenaires et on est vraiment à la maille entre ces acteurs institutionnels puis les acteurs économiques de terrain que vous êtes, avec cet objectif vraiment de faciliter les projets pour contribuer à notre mission, à notre raison d'être. Donc ce sujet de l'eau, évidemment, il est crucial pour nous. On vient d'ailleurs d'embaucher Mathilde Amand dans l'équipe, qui est plutôt basée à Montpellier et qui va tout particulièrement porter cette thématique au sein de l'association. Elle va travailler sur un secteur un peu spécifique qui est tout ce qui est sanitaire, médico-social, où on a quand même un petit sujet sur la transition écologique. Beaucoup reste à faire pour ce secteur d'activité-là, mais Mathilde a aussi une connaissance très large sur le sujet de l'eau, et puis on devrait aussi prochainement, côté Toulouse, avoir quelqu'un qui soit son équivalent pour aussi porter ces sujets-là, et on est très content de cela, et
Je n'en dis pas plus, et puis voilà, je vous souhaite évidemment de bien profiter des retours d'expérience, des témoignages, et je remercie tous les intervenants de ce soir, intervenantes et intervenants, qui vont nous proposer leurs témoignages, leurs retours d'expérience, voilà, sur ce sujet hautement important. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Ilona. Du coup, bon, pour introduire très rapidement le sujet, ces dernières années, on a organisé plusieurs événements sur le sujet de l'eau. On a beaucoup traité de gestion intégrée des eaux pluviales, de renaturation, de désimperméabilisation. Et donc, avec cette conférence, on a voulu parler plutôt d'optimisation de la disponibilité de la ressource, via notamment la réutilisation. Donc, pour cela, on a invité Ariette Sourzac de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne pour présenter les enjeux de récupération de l'eau en bassin Dour-Garonne, mais pas que, aussi les financements. Ensuite, on fera un point réglementaire sur la récupération des eaux non conventionnelles avec Yannick Durand de l'Agence régionale de santé Occitanie. En deuxième partie de soirée, on va dézoomer un petit peu par rapport à l'échelle Occitanie et on aura un tour d'horizon des enjeux et des solutions à l'échelle du bâtiment, mais aussi du quartier, par deux de nos adhérents experts sur le sujet de l'eau, donc Guillaume Nourry du bureau d'études EH2O et Martin Perrin du bureau d'études réutilisation eau.fr. Et ensuite, on rezoomera de nouveau sur l'Occitanie avec deux projets locaux situés sur le bassin à Dour-Garonne. Donc Jean-Baptiste Land de Cactile présentera un projet de réutilisation des eaux pluviales sur l'entreprise Cirea à Castres qui l'a mené. Et on terminera avec Julien Bergeau de Green City pour un projet de réutilisation des eaux grises, un projet à l'échelle habitat, pour terminer. Et enfin, je vous inviterai à venir prendre un petit moment apéritif, venir échanger voilà, avec le réseau. Ça se passera juste derrière, de 19h à 20h. Si vous avez des questions, on va dédier 5 minutes après chaque intervention où vous pourrez poser 1 à 2 questions. Sans plus attendre, du coup, Ariette, je vous invite à venir présenter. Est-ce que vous avez le micro? On peut l'activer. Je peux essayer de parler. parler. Il y a juste à pousser ici. Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez, avec ou sans? Avec ou sans? Avec. Ok. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu les. Ça marche? Oui, j'ai l'impression que ça marche. Oui, ça marche. Oui. J'augmente un peu. Là, c'est mieux? Ouais, parfait. Super. Bon, je vais vous présenter du coup les actions de l'Agence de l'eau et les enjeux sur notre bassin. Pour faire un rappel succinct de ce qu'est une agence de l'eau, donc il y en a 6 en France. On est organisé administrativement différemment des régions. Nous, on raisonne par bassin versant. L'agence de l'eau à Dour-Garonne, c'est le Grand Sud-Ouest, grosso modo. On monte jusqu'à La Rochelle et puis un petit peu vers l'Aude. Et donc, on est 250 personnes. On a 3 délégations et 5 sites. Les modalités de fonctionnement d'une agence de l'eau, on se base sur un comité de bassin qui constitue un parlement de l'eau, qui est constitué de différents représentants de différents collèges, les collectivités, les associations environnementales, les agriculteurs, les activités économiques, etc., etc. Et les services de l'État, pardon. Et qui donc se mettent d'accord sur une stratégie d'action via ce qu'on appelle le SDAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et donc chaque bassin dispose d'un SDAGE et c'est ce qui va définir les grands axes de la stratégie sur l'eau. Le fonctionnement financier, c'est le principe d'une approche solidaire. Donc l'agence collecte des redevances auprès de tous les acteurs qui peuvent à la fois prélever de l'eau sur la ressource ou rejeter et éventuellement polluer l'eau. Et sur la base de cette collecte de redevances, donc on redistribue des aides pour contribuer à l'amélioration du bon état des eaux et des milieux aquatiques. Voilà, là, on engage un 12e programme d'intervention 2025-2031 avec des moyens accrus. Donc, par rapport au 11e programme, on a 72 millions d'euros supplémentaires, ce
qui va nous faire pour le 12e programme 2 milliards d'euros de budget pour les 6 prochaines années, soit à peu près 332 millions d'euros par an. Et donc les actions sont réparties sur différents domaines, donc la réduction des pollutions domestiques, la gestion des eaux pluviales, la qualité de l'eau potable, les pollutions industrielles, la préservation des milieux aquatiques, la réduction des pollutions agricoles, la gestion quantitative, les études, la recherche, l'innovation, et tout un volet aussi planification, concertation, gouvernance. Et pour finir, on a aussi un volet coopération internationale et un volet sensibilisation et communication. Le bassin Adour-Garonne, c'est un des bassins qui est le plus impacté, qui est déjà et qui sera impacté par le changement climatique. Aujourd'hui, on projette un déficit en eau entre les ressources et les besoins en période d'étiage, donc en période de basse eau, à 1,2 milliard de mètres cubes d'ici 2050. Aujourd'hui, on a déjà un déficit qui est un peu moindre et ce déficit va augmenter donc, entre la demande en eau et la ressource disponible. Donc avec le changement climatique, on sait qu'on va avoir une augmentation des températures, qu'on va aussi avoir une augmentation de plus à 10 à 30% de l'évapotranspiration et qu'on va avoir une diminution des apports de neige et donc des régimes niveaux des cours d'eau entre moins 35 et moins 60%. Concrètement, c'est déjà visible aujourd'hui les effets du changement climatique, notamment l'année 2022 qui a été un peu un tournant, on va dire, puisqu'on a eu plus de 500 communes qui étaient en rupture ou en tension d'alimentation en eau potable. Et les projections, c'est que d'ici 2050, on pourrait avoir plus de 50% de la population du bassin impactée si on ne change pas notre empreinte sur l'eau actuelle. Alors, les solutions pour la gestion quantitative de la ressource en eau, en fait, ce qu'on préconise, c'est surtout, il n'y a pas une solution, c'est plutôt un mix de solutions. La priorité, c'est les économies d'eau et la sobriété. Donc, on accompagne aussi tout ce qui a trait à la sobriété. Donc, ça peut être les dispositifs hydroéconomes, les changements de pratiques, la gestion des réseaux, la réduction des fuites, travailler sur des procédés industriels plus économes, travailler un circuit fermé en recyclage industriel, réfléchir à des arrosages économes. Et l'idée aussi, c'est de s'inscrire dans une concertation pour mieux partager la ressource en eau. Donc, dans les zones de répartition des eaux un peu critiques, on essaye de favoriser la mise en place de projets de territoire qu'on appelle les PTGE, projets de territoire pour la gestion de l'eau, où on va mettre autour de la table plusieurs acteurs pour se mettre d'accord sur comment mieux partager la ressource en eau au mieux et définir ensemble des démarches concertées. Pour le 12e programme, on demande aussi à ce qu'on prenne en compte les projections sur la ressource dans un contexte de changement climatique, au regard du retour d'investissement, etc. Ça dépend effectivement des projets et des investissements, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir par rapport à la diminution des débits, les impacts éventuels que ça pourra causer ou les ruptures que ça peut apporter par rapport à l'approvisionnement en eau. Et on encourage aussi à essayer de mobiliser au maximum les solutions fondées sur la nature, comme la restauration de la fonctionnalité des cours d'eau, la restauration de zones humides, favoriser le rafraîchissement urbain, etc. Donc la réutilisation des eaux non conventionnelles, c'est une solution parmi ce mix de solutions que je viens de vous présenter. Alors le type d'eau non conventionnelle qu'on considère, ce sont les eaux de puits de toiture, ce sont les eaux usées traitées qui sont issues des stations d'épuration domestiques et industrielles. Ça peut être donc les eaux grises du bâtiment, donc les eaux de douche et de lavabo. On ne considère pas dans les eaux grises les eaux de cuisine jusqu'à présent. Ça peut être également les eaux de piscine et les eaux d'exorde de mine ou de carrière. Les usages de ces eaux peuvent être très variés, donc ça peut être en agriculture, en irrigation pour l'abreuvement du bétail, des usages urbains pour l'arrosage des espaces verts, le nettoyage de voiries, l'hydrocurage, les usages environnementaux aussi, développer des zones de biodiversité, alimenter des milieux, faire du soutien d'étiage, restaurer des zones humides, et les usages industriels. Donc en fait, le concept, c'est que ces eaux non conventionnelles peuvent être encore utilisées plusieurs fois avant d'être rejetées dans le milieu comme elles le sont actuellement. Et elles peuvent venir se substituer à d'autres eaux conventionnelles, comme l'eau potable,
et les eaux dans les rivières et dans les nappes lorsque on y voit un intérêt, sur des zones notamment en stress ou en déficit hydrique. Donc les objectifs recherchés de la réutilisation des eaux non conventionnelles, c'est lutter contre les déficits hydriques au niveau local, donc limiter une pression de prélèvement, maintenir certains usages en période d'étiage. Ça peut être aussi économiser ce que j'appelle des ressources à haute valeur ajoutée, comme l'eau potable ou des eaux souterraines déconnectées, qui sont assez anciennes. Et au niveau de l'agence de l'eau, on va favoriser tout ce qui est notion de substitution. Donc on ne va pas aller sur des projets avec des nouveaux usages d'eau ou des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments. On va vraiment axer notre accompagnement et notre stratégie sur de la substitution d'usages déjà existants d'eau conventionnelle par des eaux non conventionnelles. Il peut y avoir aussi des objectifs qualitatifs, par exemple réduire les pollutions apportées par les stations d'épuration domestiques et industrielles, donc qui contiennent de l'azote, du phosphore et qui peuvent être des polluants, mais à la fois aussi des ressources si on les utilise en agriculture en substitution d'engrais. Et enfin, ça peut aussi contribuer à des usages environnementaux pour restaurer des milieux aquatiques et la biodiversité. Je crois que je suis un peu à la bourre, je me dépêche. Je vais faire très rapidement un projet de réutilisation. En général, on commence par une étude d'opportunité territoriale pour faire un croisement un peu besoin-ressources. Une fois qu'on a identifié des scénarios intéressants, on va faire des études de faisabilité un peu plus détaillées, des études technico-économiques. Et quand on est prêt et qu'on est sûr de notre scénario, on va passer aux travaux. Ce qui est important, notamment sur la réutilisation des stations d'épuration, c'est de bien vérifier que d'enlever le rejet de la station ne pourrait pas pénaliser l'environnement. Parce qu'en mer, a priori, il n'y a pas de problème, mais en cours d'eau, les rejets de station contribuent aussi au débit de ces cours d'eau, donc ça peut avoir une incidence. Donc il faut vraiment faire des analyses poussées, tout comme sur les aspects sanitaires, sociétaux, économiques, réglementaires. Voilà, c'est vraiment une analyse de risque assez poussée à mener pour chaque projet. Donc au niveau de l'accompagnement de l'agence, on est dans des aides entre 50 et 70% pour les études et les travaux que je viens d'évoquer, avec des bonifications quand on est dans des zones un peu prioritaires, comme des régions qui rentrent dans le cadre d'un PTGE, ou des zones de gestion territoriale contractualisée, ou quand on a fait une étude prospective assez poussée sur l'alimentation en eau potable, ou qu'on va réduire une pression qualité forte. On peut aussi accompagner la récupération d'eau de pluie, la réutilisation des eaux grises dans le bâtiment, donc toujours en rénovation, plutôt sur du bâtiment collectif et plutôt sur des projets ambitieux. Et on peut aussi accompagner, avec une aide forfaitaire, des opérations groupées de collectivités qui voudraient aider les particuliers à s'équiper un récupérateur d'eau de pluie. Je fais très vite pour vous donner quelques exemples. Donc, on a accompagné le projet Val-Riu à Toulouse. L'objectif, c'était d'utiliser les eaux traitées de la station d'épuration de Ginestou pour l'arrosage des espaces verts et du golfe. Et il y a donc une borne multi-usage qui a été mise en place, comme sur la photo, pour les camions, pour faire de l'arrosage, de l'hydrocurage et du nettoyage urbain. Et donc, il y a une étude en cours aussi pour essayer de substituer l'arrosage du stade toulousain par les eaux de la station d'épuration, et aussi pour le lavage des rames de métro avec TICO. Voilà, il y a aussi à Toulouse Métropole une opération d'équipement en récupérateur d'eau de pluie pour 4500 foyers visés. Et j'ai cité le projet FitUp en bas à Bordeaux, où là on va expérimenter la phytoépuration des eaux grises en toiture pour réutiliser dans les toilettes et en arrosage. Et sur Biganos aussi, je vous ai montré un exemple de réutilisation d'eau usée traitée. Donc là, il y a eu un traitement plus poussé des eaux avec un traitement des micropolluants pour arroser des ronds-points, un cimetière, hydrocurage et lavage de voirie. Voilà, je fais très très vite. Et je n'ai pas parlé de Cactile parce qu'il va y avoir une présentation tout à l'heure. Et je finis juste pour ouvrir un peu la réflexion. On pourrait aussi réutiliser en séparant les effluents plus tôt. C'est le cas par exemple d'un projet qu'on a accompagné à Hendaye sur le collège Saint-Vincent-de-Paul, où là on fait de la séparation de l'urine à la source. Donc déjà on fait des économies d'eau en installant des urinoirs secs masculins et féminins et des toilettes sèches. Et en séparant l'urine, ils le font, ils stockent cette urine dans des cuves. Et l'idée c'est de réutiliser cette urine en engrais pour les espaces verts de la ville.
et une réflexion est en cours pour réutiliser en agriculture. Voilà, c'était pour ouvrir à une réutilisation et une économie circulaire encore plus large des eaux, mais aussi des nutriments, azote et phosphore. Et j'en ai trop. Juste pour montrer que ce type de séparation stricte des effluents, elle a été mise en place à Paris sur le bâtiment de l'Agence spatiale européenne. Là, on est sur un niveau beaucoup plus technologique que ce qui a été mis en place sur Hendaye, avec des procédés de traitement plus poussés de l'urine, avec toujours le même objectif, produire des engrais et de l'eau distillée réutilisable. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Est-ce que parmi le public, vous aurez des questions? On peut prendre une à deux questions. Je vais vous chercher une position. J'avais dit sur les engrais du bâtiment, pas les autres cuisines. Pourquoi? Comment vous faites pour séparer? Ça dépend de la construction des bâtiments. Les autres cuisines ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne sont pas réglementées aujourd'hui. La réglementation aujourd'hui, Monsieur Durand en parlera, mais elle ne prend en compte que la partie lavabo et eau grise. On considère que les autres cuisines sont un peu plus souillées que les autres. Il y a une question également. Si vous pourriez vous présenter. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas du tout vu dans représentation la notion de retenue d'eau. Je comprends pas parce qu'il me semble quand même que si on faisait des retenues d'eau quand l'eau file vers la mer, on aurait de l'eau en stock, si je puis dire. Alors, le stockage intermédiaire, le stockage intersaisonnier, c'est une des options du mix de solutions que j'ai présenté. Je ne l'ai pas forcément détaillé, mais vous l'avez là, le stockage multi-usage. C'est une des options du mix de solutions qu'on peut aussi accompagner. Après, la réutilisation d'eau usée traitée, par exemple en agriculture, ça peut aussi faire office de stockage un peu intersaisonnier. On peut prendre une dernière question. Est-ce que vous pourriez vous présenter aussi? Fabien Lahaye, Toulouse Métropole. Donc moi je suis le 12e programme depuis le 1er janvier 2025, avec la particularité d'être à Toulouse Métropole et du coup d'avoir dû attendre un contrat de progrès entre Toulouse Métropole et l'agence de l'eau à Dour-Garonne pour savoir ce qui était retenu en projet. Et à la lecture de ce contrat de progrès, en fait, il y a un certain nombre de solutions que vous avez présentées qui ne sont pas dans le contrat de progrès. Du coup, est-ce qu'il est possible d'avoir des subventions sur ces opérations-là? Du coup, le contrat de programme, je l'ai vu passer, mais je sais qu'il y a eu des arbitrages de fait, effectivement. Toulouse Métropole est un peu contraint du fait que le prix de l'eau est un peu bas par rapport à nos critères d'éligibilité sur les opérations classiques. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a un contrat de progrès en place. Mais en tout cas, sur la partie expérimentation, innovation et réutilisation, le critère de prix de l'eau n'est pas un critère, donc Toulouse Métropole est tout à fait éligible à ce genre d'opération. Je fais partie d'un domaine de la construction, et du coup, c'est plus par rapport à la déconnexion de bâtiments publics de réseaux d'eau pluvial séparatifs, et du coup, à l'ouverture à du réemploi d'eau non conventionnelle à faible traitement, puisque les eaux de pluie, c'est pas du tout comparable avec les eaux grises et les autres choses. Du coup, il faut le regarder. Je ne suis pas très calée sur la partie des imperméabilisations, mais il faut le regarder effectivement. Tout ce qui touche à la réutilisation, c'est éligible. Et tout ce qui touche l'urine pour des groupes scolaires? Alors ça reste du domaine expérimental. Là, je le mettais à la fin pour être un peu en ouverture d'esprit. Mais on a financé déjà plusieurs projets. Et si on est sur plusieurs groupes scolaires et sur ça se réfléchit, on pourrait regarder. Là, il faut qu'on se contacte et puis qu'on regarde un peu les choses plus en détail. Merci pour vos questions. Du coup, oui, merci aussi pour votre présentation, Agnès. Donc, on va passer à une présentation sur le sujet réglementaire par Yannick Durand de l'Agence régionale de la santé, Occitanie. Vous avez le micro là. Et on pense à bien le mettre ici pour qu'on vous entende. Merci beaucoup. Je vais le mettre ici. Vous m'entendez bien? Bonjour. Donc Yannick Durand, je suis donc de l'Agence régionale de santé. Hop, je vais changer ça. Ici, c'est très bien. Ça. Hop. C'est bon. Non, c'est pas comme ça. Dans l'autre sens.
Voilà. Donc Yannick Durand, de l'Agence régionale de santé, je suis responsable de la cellule mutualisée eau. Donc au niveau régional, l'ARS, on est donc sur le territoire de l'Occitanie, avec deux sièges, un à Montpellier, un à Toulouse, et 13 délégations départementales, une délégation départementale donc par département, parmi les 13 départements que compte la région Occitanie. On s'occupe au sein de la cellule mutualisée eau, donc on est au niveau régional, de la qualité des eaux potables, des piscines, des baignades, de tout ce qui est également le risque légionnel. On s'occupe également du thermalisme, puisqu'on est la région qui ont le plus d'établissements thermaux. On a 30 établissements thermaux en région Occitanie, et des eaux embouteillées, des usines de conditionnement d'eau, on en a 12 en région Occitanie. Et enfin, sur le sujet de la REUT et de l'EICH, alors la REUT, la réutilisation des eaux usées traitées, ça a été indiqué là, donc ne pas confondre les deux. Ça, c'est les réutilisations des eaux en sortie des stations d'épuration. Et l'EICH, désolé pour le terme barbare, les eaux impropres à la consommation humaine, là je vais vous présenter, c'est utiliser des eaux qui sont impropres à la consommation humaine, qui n'ont pas la qualité requise pour faire de l'eau potable, mais quand même pour des usages domestiques. Au niveau de l'ARS Occitanie, je termine juste, on travaille en lien, donc notre rôle c'est le contrôle sanitaire des eaux, s'assurer que donc, les eaux sont propres, sont conformes à la réglementation, donc tous les sujets que je vous ai indiqués, piscine, baignade, eau conditionnée, au thermalisme. On a également un rôle de prévention, on apporte des conseils, on accompagne, on fait de la formation, je pense notamment au PGSSU sur l'eau potable, instruction de dossier réglementaire, et puis également de l'inspection. Donc voilà, donc ma présentation, je vais vous parler donc de la réglementation actuelle. Bon, il faudra essayer de rester réveillé, c'est pas nécessairement très accueillant. Un autre sujet, après je vais parler de l'état des lieux de la région Occitanie, où est-ce qu'on en est justement, quels sont les dossiers qu'on a en cours qui sont développés dans la région Occitanie. Les points d'attention qui sont relevés par les délégations départementales qui font l'instruction des dossiers, donc les erreurs à ne pas commettre, ça peut vous intéresser. Et enfin, un petit scoop sur la réglementation à venir, le projet d'arrêté d'expérimentation qui n'est pas encore sorti, qui va sortir prochainement, et je vais vous le présenter en avant-première. Donc, la première partie, pour les usages domestiques. Donc, le but, c'est jusqu'à présent, voilà, pour les usages domestiques, le recours à l'eau potable, c'était la règle SOR. Donc, et c'est vrai, on sait tous, ça choque de mettre de l'eau potable, de l'eau qu'on peut consommer, qu'on peut boire dans les chasses d'eau. C'est un exemple qu'on connaît, voilà, tous. Et donc, aujourd'hui, avec les difficultés qu'on a sur la ressource quantitative, de niveau quantitatif, en lien avec le changement climatique, on a besoin d'aller un peu plus loin et de permettre l'utilisation d'eau qui vont être, on va dire, impropres à la consommation humaine, qui ne respectent pas les critères requis pour faire de l'eau potable, mais pour certains usages domestiques, lorsqu'il n'y a pas aucune influence directe ou indirecte sur la santé du public et des usages des bâtiments. Donc on a une réglementation, je vais passer assez rapidement parce que ça vous a été présenté tout à l'heure. Donc on définit les usages domestiques, les exigences techniques. On cherche à prévenir les risques de contamination de l'eau distribuée au robinet. Ça, c'est vraiment un souci du ministère de la Santé. Et on permet de simplifier la mise en œuvre d'usages de ICH pour certains usages domestiques. Quel type pour quel usage? Donc, vous avez un texte, donc c'est le décret arrêté du 12 juillet 2024. Je vais passer assez rapidement. Et qui indique, voilà, quelles eaux, ça vous a déjà été dit, quel type d'eau on peut utiliser, les eaux brutes, eau issue du milieu naturel, eau de puits et de forage, les eaux grises, donc les douches, baignoires, lavabo, lave-mains, lave-linge, et les eaux issues des piscines à usage collectif. Pour certains usages, et donc là vous avez les usages qui sont possibles, et c'est bien indiqué, pour tous ces usages-là, c'est à l'intérieur et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment, de l'établissement, dans les limites de la parcelle cadastrale. Mais il va y avoir du nouveau là-dessus. Et ici, donc, c'est seulement les eaux brutes, sinon on est soumis à expérimentation pour ces usages-là.
Les lieux d'usage dans des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures dans les lieux ouverts au public, dans les établissements recevant du public, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et maisons individuelles. Ça, c'est les lieux où on peut utiliser ces eaux-là. Et on a une obligation, on a des critères pour s'assurer de la sécurité sanitaire et ça doit être vérifié par le propriétaire du système d'utilisation. Donc il y a des exigences de conception technique, des exigences de qualité, avec des règles avec des analyses à réaliser, des exigences de surveillance, d'entretien, de maintenance. Et enfin, le propriétaire doit tracer les opérations dans un document d'entretien et de maintenance, ce qu'on appelle un carnet sanitaire, et qui peut être consulté en cas de besoin, mis à disposition de nos services. La synthèse en fonction des usages domestiques, en fonction des types d'eau. Là, je vous ai fait un petit tableau. Alors, rappel, voilà, tout ce qui est usage alimentaire, que ce soit lavage de légumes, boissons, préparation, lavage de vaisselle, douche, lavage des mains, c'est interdit. C'est interdit, c'est que de l'eau destinée à la consommation humaine. Là, on n'est pas sur ces eaux-là. Le reste, donc lavage de pluie, alimentation des fontaines d'eau correctives. Donc, vous voyez, il y a des possibilités. Donc, il faut déposer des dossiers. Je vais vous indiquer comment ça se passe. Et il y a des usages qui sont directement permis, sans instruction, sans dossier par particulier. Donc, ce qui peuvent être réalisés sans contrainte particulière et sans vérification. Notamment, voilà, à partir de, ça se faisait, hein, eau de pluie, forage pour évacuer des chasses d'eau. Vous avez un forage sur votre parcelle, ça peut être utilisé pour les chasses d'eau. Non, bien. Les exigences requises, donc on a des exigences de qualité sur des paramètres et des fréquences qui sont indiqués dans l'arrêté. Je vous passe je ne vous l'ai pas mis, vous pourrez le consulter. Et il y a des traitements de filtration qui peuvent être nécessaires pour garantir en permanence la conformité des EICH. C'est pour les eaux de pluie. Là, on parle pour les eaux de pluie. Il y a donc un traitement qui est imposé. Ensuite, il y a des exigences de conception technique des systèmes, de la signalétique, bien indiqué que l'eau est non potable. L'appoint par l'eau destinée à la consommation humaine en cas d'aléa, alors c'est souvent le cas. S'il n'y a pas suffisamment de ICH, on se dit on va compléter on prévoit un apport par l'eau destinée à la consommation humaine. Donc il doit y avoir l'obligation d'avoir une déconnexion totale. Donc pas de risque parce qu'on est vigilant. Il ne faut pas qu'il y ait de possibilité de contamination du réseau d'eau potable par ces eaux qui ne sont pas des eaux potables. Donc, obligation également de réversibilité, désactivation du système, des conceptions du système avec limiter les temps de stockage de ces eaux-là. Il y a des obligations de ce type-là, donc ce sont des obligations techniques et on n'oublie pas la responsabilité du propriétaire. Donc, vous avez des documents qui sont disponibles sur le site du ministère de la Santé, également sur le site de l'ARS Occitanie. En finalisation, non, c'est déterminé le site de l'ARS Occitanie sur ce sujet-là. Et pour ces systèmes d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine, la démarche, elle se fait simplement par une déclaration en ligne. Alors, j'ai laissé l'ancien nom démarche simplifiée, c'est démarche numérique, maintenant, ça s'appelle. Et c'est un formulaire de déclaration qui va directement, donc c'est déclaratif, ça part directement au préfet du département et après on reçoit les éléments pour, voilà, quand vous avez un sujet, vous avez un projet, il suffit de déposer les éléments, d'informer, c'est de la déclaration sur ce site internet là et on reçoit les éléments et si besoin on va vous contacter. Mais c'est chercher à faire le plus simple possible. L'état des lieux, je vous ai fait ici un petit état des lieux rapide, je n'ai pas tous les éléments. Sur les dossiers qu'on a reçus, on en a depuis le début de cette réglementation. Donc vous voyez, en fonction des départements, on a beaucoup d'eau grise, on a un peu d'eau brute, mais les origines des eaux, c'est surtout de l'eau grise, avec des usages pour le moment beaucoup de chasse d'eau et un petit peu d'arrosage d'espaces verts. Et je vous ai indiqué les débuts des populations. Donc le 34, le 11, également des éléments que j'ai reçus en préco sur les Pyrénées-Orientales aussi.
Donc on a cinq dossiers, notamment sur Argelès-sur-Mer, où les secondes eaux de lavage des piscines qui sont utilisées pour faire de l'alimentation de piscines. Et on a 3 campings, un foyer de jeunes travailleurs aussi, de récupération des eaux grises, pour des chasses d'eau, pour de l'arrosage, nettoyage des surfaces extérieures et arrosage des espaces verts. Voilà, donc on a quelques dossiers, on n'a pas énormément de dossiers non plus, mais on en a quelques-uns qui sont déployés, qui sont connus au niveau de l'ARS Occitanie. Des points de vigilance, les difficultés qui sont remontées par les collègues en département. Alors, l'appropriation de la réglementation, elle n'est pas facile. L'identification du bon cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, il est spécifique, donc on a noté des difficultés là-dessus, donc attention d'être bien vigilant, notamment tout ce qui est hôtellerie de plein air avec piscine, donc les campings avec piscine, ils peuvent se tromper et donc de ne pas rentrer dans le bon cadre réglementaire. Attention responsabilité à l'accès de l'eau. On a déjà vu où le responsable ne fait pas suffisamment attention, n'est pas suffisamment vigilant. Si vous réutilisez des eaux, tout ce qui est EICH, on a bien dit que ça ne doit pas être, attention, que ce ne soit pas accessible au public. Donc là, dans le cas d'un camping, il y a un robinet qui n'est pas indiqué comme quoi c'est de l'eau non potable. Robinet de réutilisation des eaux, alors là, il me semble, je ne sais plus si c'est de l'eau de pluie ou des eaux grises, mais accessible au public et donc aux enfants, qui peuvent la consommer, qui peuvent sans faire attention, penser que c'est de l'eau potable et la consommer. Donc attention à la réglementation, aux responsabilités, de bien faire attention à ces risques-là au niveau des risques sanitaires. Et puis des projets qui sont non conformes, où on ne fait pas attention, voilà aussi, arrosage d'un parc public avec une eau issue de la cantine d'un collège. On avait ce cas-là à proximité, et c'est vrai que pour le moment, la réglementation demande que ce soit sur la parcelle, sur le même endroit où l'eau est collectée. Mais tout ça, ça va, dans le projet que je vais vous présenter, ça va changer. Dernière partie, le projet d'arrêté expérimentation ICH. Donc on a le Code de la santé publique, il prévoit que pour les usages, pour les couples suivants, donc les couples, c'est quel type d'eau, origine d'eau, pour quel usage, il y a des possibilités, mais dans le cadre d'une expérimentation. Donc là, je vous laisse lire, voilà, les eaux grises issues des cuisines. Donc la question de tout à l'heure, vous voyez, donc c'est possible dans la réglementation, mais c'est dans le cadre, ça rentre dans un cadre expérimental. Eau issue des piscines à usage collectif pour le lavage des sols intérieurs et arrosage du jardin potager. Et eau grise pour le lavage du linge, lavage des sols intérieurs et arrosage du jardin potager. Et les eaux vannes, c'était prévu dans la réglementation. Alors, on a l'avis de l'ANSES et l'avis donc il y avait un projet d'arrêté qui a été établi par le ministère de la Santé, et la réglementation demande de consulter les instances sanitaires, et donc l'ANSES et le HCSP, le Haut Conseil de la Santé publique, a donné un avis défavorable pour réutiliser les eaux vannes pour faire des usages domestiques. Donc ça sort aujourd'hui, ce n'est plus dans le projet d'arrêté. Alors, je ne sais pas si j'ai la dernière version, mais aujourd'hui, ce n'est plus. On a des avis défavorables de ces instances. Le cadre expérimental, donc on est sur une procédure administrative, arrêté préfectoral après avis de l'ARS pour ces dossiers-là. Une autorisation d'une durée de 5 ans, et c'est au plus tard jusqu'au 31 décembre 2034, puisque c'est expérimental, c'est temporaire. C'est pas après cette expérimentation, on rentrera dans un cadre qui sera un cadre commun, un cadre classique. Là, on est sur le cadre, pour le moment, expérimental. Et un renouvellement possible 6 mois avant expérimentation. C'est un dossier de demande d'autorisation, donc on n'est plus sur la déclaration comme indiqué précédemment. Là, on est sur une demande d'autorisation. Nécessité d'avoir une démarche d'analysation et de gestion préventive des risques et des résultats de la phase de validation des performances du système d'utilisation des EICH, donc des résultats d'analyse qui vont permettre de vérifier que le système arrive à produire ses effets, tout ce qui est à la qualité de l'eau requise. Un suivi des expérimentations avec une phase d'essai avant la mise en service, puis annuellement. Après, il y a un suivi de routine et un carnet sanitaire qui doit être transmis annuellement. Et à la fin, le pétitionnaire doit faire un bilan, parce que le but, c'est de pouvoir alimenter, de pouvoir avoir un retour d'expérience sur toutes ces expérimentations pour pouvoir construire la réglementation finale.
Cet arrêté doit sortir en mi-2026. Donc voici, là je vous ai remis ce qui était prévu, et là vous avez, j'ai rajouté donc c'est un projet, j'ai rajouté des colonnes sur ce qui va être possible avec l'expérimentation. Donc vous voyez les eaux grises issues des cuisines, les eaux issues du traitement d'eau par osmoseur également. C'est voilà, dès qu'on a un osmoseur, récupérer ces eaux qui sont qui sont complètement déminéralisées, mais il y a des possibilités également pour pouvoir les utiliser. Et on a des cas comme ça. Donc avec des qualités d'eau A+, ou A, ça c'est ce qu'on connaît déjà dans la réglementation. Autre point, ça c'est alors un rappel sur les qualités A et les qualités A+. Et ça a été modifié sur la qualité A par rapport au légionnel. On est passé à inférieur ou égal à 1000 légionella par litre. Les fréquences de surveillance. Donc ça, on est sur les fréquences de surveillance. C'est des fréquences aujourd'hui qui sont prévues puisqu'on est sur l'expérimentation fréquence élevée, puisque c'est hebdomadaire, par un laboratoire accrédité. Et après une période de 3 mois consécutifs, si tout est conforme, on peut passer à une fréquence mensuelle. Donc pendant 3 mois hebdomadaires et après fréquence mensuelle, avec des prélèvements d'eau qui doivent être réalisés. Je vous ai indiqué à quels endroits. Et par contre, si on est sur un système issu d'osmoseur, là on est à une fréquence trimestrielle. Autre point dans le projet d'arrêté d'expérimentation ICH, autre point qui n'est pas spécifique à l'expérimentation XCH, c'est justement la particularité que les eaux doivent être utilisées obligatoirement sur la parcelle où elles ont été produites. Donc on a un projet par dérogation de pouvoir, alors c'est pas encore sûr, donc c'est vraiment au projet, de pouvoir utiliser ces eaux-là sur des parcelles proches, dans le cas de certains cas, voilà, dans les cas de lotissement, d'habitation collective, à partir de grandes habitations, complexes scolaires. Et donc on peut mutualiser la collecte et les usages des eaux impropres à la consommation humaine. Donc pour ouvrir un peu et ne plus rester une obligation d'usage, ne plus garder cette obligation d'usage à la parcelle. Et par contre, pour les eaux issues des opérations de vidange des bassins de piscine, là, elles pourront être utilisées en dehors de l'enceinte de l'établissement et sans restriction. C'est ce que prévoit donc les modifications prévues aussi dans ce projet d'arrêté d'expérimentation EICH. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, est-ce que vous avez des questions? Ça vous a interrogé? Des évolutions? Merci de vous présenter avant, s'il vous plaît. Bonjour, Marin Tabourier, GA Smart Building. Je me posais la question pour avoir déjà étudié le sujet de récupération des eaux de pluie pour les PC, notamment, et avoir fait une opération immobilière dessus. J'étais coincé par plusieurs aspects de la réglementation, et notamment l'affichage sur les chasses d'eau de l'eau non potable, l'impossibilité de pouvoir avoir un robinet d'eau potable dans la même pièce qu'un robinet de réutilisation de l'eau de pluie. Et dernier point, l'impossibilité de le mettre en pratique sur une aspersion au niveau des parties communes pour la diffusion bactérienne de l'eau de pluie. Est-ce que dans le projet de réglementation, ces points seront retrouvés? Non, aujourd'hui, je n'ai pas connaissance que ces points soient repris. C'est vrai qu'il y a des vigilances sur ces points-là, sur ce que je vous ai indiqué, risque sanitaire, donc de ne pas avoir des points d'eau potable à proximité, de bien informer, parce qu'on peut avoir on sait qu'il y a des travaux qui sont faits, en HLM nécessairement, en habitat collectif moins, mais il peut quand même y avoir aussi des propriétaires privés qui font des travaux. Un jour, il y a on a des toilettes, et 2 ans après, c'est plus des toilettes, c'est une douche. On a fait une cabine de douche. On a utilisé le même point, sans savoir que, attention, non, c'était pas de l'eau potable, c'était de l'eau de l'EICH, de l'eau impropre à la consommation humaine. Donc, il y a des garde-fous qui sont mis en place justement pour éviter d'avoir des mauvais usages et de prévoir, d'anticiper des choses qui pourraient se faire ultérieurement.
Aujourd'hui, j'ai pas d'éléments pour répondre à votre question directement. J'ai pas d'éléments sur des révisions de ces points-là. À voir, faut peut-être faire remonter, mais ce sont vraiment, ça a été mis volontairement pour limiter justement les risques sanitaires. Oui, bonsoir. Pierre Guillaume, Société Perpétuelle. Ce que vous venez de détailler, ça concerne tout ce qui est habitation collective dans les communs, mais pas les parties privatives. Ça ne concerne pas les habitations individuelles ou les parties privatives des bâtiments collectifs. Il faut faire une énorme distinction à ce niveau-là, mais le cadre familial, privé familial, est tout à fait différent du collectif. Oui, à voir là-dessus, en effet, je n'ai pas le détail, mais c'est peut-être un point à creuser, en effet. Je vous invite à poser votre question directement comme ça. Donc toujours Fabien Lahaye, toujours Toulouse Métropole. Je n'ai pas été viré depuis tout à l'heure. Félicitations. Merci. C'est pas facile. On a un projet en cours qui est complètement atypique et qui est, à mon avis, le plus gros projet consommateur d'eau qu'on puisse faire dans une carrière, puisque c'est le projet de réhabilitation des cuisines centrales de Toulouse Métropole, enfin de Toulouse, porté par Toulouse Métropole, sachant que c'est a priori la plus grosse cuisine centrale de France qui est projetée pour toutes les écoles scolaires, pour tout le CCAS, pour d'autres prestataires. Et du coup, comment anticiper au plus tôt tout ce qui pourrait être lancé en économie d'eau, en réemploi d'eau de lavage des fruits, en réemploi d'eau de lavage des bacs inox. Tout ça, comment lancer pour être au top lorsque le projet sera acté d'un point de vue budgétaire. Oui. Et du coup, porter ces projets-là avec le lauréat qui sera retenu. Alors, voilà, on fait au niveau de la succession, on fait de l'instruction, on fait aussi de l'inspection, mais on fait aussi de l'accompagnement. Et donc, c'est de nous associer le plus tôt possible. De nous associer. On est associé, c'est la région Occitanie aussi à un projet d'utilisation des eaux au niveau des lycées. Oui, c'est sur la thématique des lycées. Réutilisation des eaux également aux cantines, pas mal d'eau au niveau des internats. On les accompagne, on travaille avec eux sur ce dossier-là, en indiquant la réglementation à venir, en indiquant les écueils, en essayant d'être proactif et de travailler en lien avec eux justement sur les difficultés qu'il pourrait y avoir. Et c'est vraiment de nous associer, donc là c'est la délégation départementale de la Haute-Garonne, qui est sur les bureaux à côté, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué de nous associer après quand vous avez suffisamment avancé, parce qu'on vient vous dire « Ah ben non, ça c'est pas bon, il faut recommencer ». Donc vraiment, associez-nous le plus tôt possible, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Là, la réglementation, on en a connaissance et elle va sortir là, normalement avant l'été, donc on va pouvoir, c'est plus difficile quand on n'a pas de visibilité sur la réglementation. Là, on a un cadre. Après, c'est un cadre expérimental jusqu'en 2034. Donc c'est vrai que ce qui va se passer après, on l'a pas, on n'a pas les éléments. Mais en tout cas, déjà, dans ce cadre-là, sur les 10 ans à venir, on commence à avoir de la visibilité. Du coup, je prends contact avec vous. Oui, moi je renverrai vers la personne concernée. Voilà, c'est yannick.durand@ars.santé.fr. C'est assez simple, normalement, ars.santé.fr. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça marche. Ouais, très bien. Maintenant qu'on a posé un peu le cadre, on va passer à une présentation à deux voix de deux experts sur le sujet de l'eau. Donc je vous invite à nous rejoindre. Martin Perrin et Guillaume Noury. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on s'est dit qu'au lieu de passer l'un après l'autre, on allait passer ensemble. Et on a eu la volonté de remettre de l'énergie et de changer un peu dans le cerveau les flux par un petit jeu
pour se prolonger un peu dans ce que va être Toulouse à l'horizon, tout d'abord 15 ans. Donc, il y a un site de l'INRAE qui permet de trouver comment évolue votre ville et vous dire, vous avez telle ville dans le monde, tel coin du monde qui correspond à ce climat-là donc moins de 15 ans. Donc là, on est, je ne sais pas si vous reconnaissez. Oui, en effet, c'est l'arrière-pays andalou, Junquera, voilà. Chaleur estivale accrue, sol sec, bon, attention en eau. Là-bas, c'est du bâti méditerranéen, andalou, compact, maison basse, blanchie à la chaux, toiture, tuiles et rues étroites. Bon, ça, c'est dans moins de 15 ans. Si on se projette un peu plus loin, 2060, moins de 35 ans. Alors, j'ai choisi quand même à chaque fois la photo la plus sèche que j'ai trouvée, pour vous marquer, quoi. Parce qu'évidemment, parfois, quand il pleut un petit peu, ça devient vert. Est-ce que là, vous avez une idée de là où on peut se situer? Non, un peu plus à l'est que le Sahel. Non, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. On est parti de l'Europe. C'est une zone qui est en ce moment en guerre. Ça, c'est le Golan. C'est le plateau du Golan, donc un peu en altitude. Précipitation annuelle moyenne de 378 à 600, voilà, donc concentrée en hiver. Saison sèche de plus de 7 mois. Ouais. Et donc quasi nul en juillet et août. Bon. Je donne, comme on est chez Envirobat, quelques infos quand même à chaque fois bâtimentaires. Bâti minéral plus massif, historiquement en pierre, basalte local, en recherchant inertie et protection solaire. Et alors pour ceux qui seront encore là à cette tête-là, à votre avis, on va où? Mars? Alors on va dans l'intérieur algérien. Il n'y a pas d'image, mais j'ai un truc pour l'image. C'est pour ça. Donc encore moins de pluie sur la période, une trentaine de jours pluvieux par an. Bon, les températures, ça ressenti jusqu'à 38. Moi qui viens de Montpellier, pour info, 38, c'est mon quotidien l'été. Maintenant, avant on avait moins, mais maintenant c'est comme ça. Voilà, donc, et la période sans pluie est encore plus longue. Et alors, ça c'est la perspective de Monda Unia, de ce que serait Toulouse et la Garonne à ce moment-là. Voilà, ça devient un petit... Je ne sais pas si vous connaissez le Lez à Montpellier, c'est moins important que le Lez à Montpellier, donc c'est vraiment plus grand-chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais je le redis, c'est Inia qui l'a faite. C'est surtout pour se dire que, quoi qu'il en soit, voilà, prendre conscience visuellement, autrement que par les chiffres transmis par Hayat, du changement de paysage aussi qu'on va vivre, des rythmes des saisons qui va changer, et la nécessité pour des bâtiments qui vont vivre plus de 50 ans de passer à l'action dès maintenant. Alors, en passant à l'action, on va commencer d'abord parce que ceux qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, moi, je suis plutôt expert en traitement, réutilisation des eaux usées, des dispositifs plus conséquents, mais la volonté avant de parler de ça avec mon collègue, de parler de la réduction, tout simplement, tous ces petits gestes qui peuvent coûter bien moins cher, qui est tout simplement parfois à rappeler aux personnes qui vont être dans des bâtiments, qui sont déjà dans des bâtiments. Voilà, ça peut quelques euros, ou tout simplement gratuitement, les fuites, chasse aux fuites, on se lave les dents, ferme de robinet, tous ces trucs qu'on peut rappeler, voilà, et qu'on peut faire sur de l'existant, parce que c'est compliqué d'aller faire la réutilisation sur des bâtiments existants, puisque les canalisations sont là déjà. Donc tout ce qui est aussi réducteur, de mousseur, pommeau de douche connecté qui change de couleur pour être un peu plus hype en fonction de la quantité d'eau de douche que vous avez utilisée, et puis l'électroménager. Voilà, bon. Mais notre cœur de sujet avec Martin, c'est quand même plutôt la réutilisation de l'eau. Et je te passe la parole. Ouais. Merci Guillaume. Du coup, pour me présenter brièvement, donc moi c'est Martin et je fais de l'accompagnement pour réduire en fait son empreinte eau. Donc mon axe de travail c'est la sobriété hydrique dans son ensemble. Et donc parmi les axes de la sobriété hydrique, je travaille sur différents flux.
Et aujourd'hui, je voulais vous amener à réfléchir sur le sujet de l'échelle. Parce que du coup, on parle de récupération, de réutilisation de l'eau, mais la première question qu'on doit se poser, c'est à quelle échelle je travaille, et notamment quel est le flux sur lequel je travaille. Donc vous l'avez vu lors des précédentes présentations, il y a différents types de flux. Là, c'est des flux qu'on va retrouver à l'échelle d'un bâtiment, donc on a l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie, c'est pas des eaux pluviales, hein. L'eau de pluie, d'un point de vue réglementaire, c'est vraiment celle collectée à l'aval de toitures inaccessibles, de surface inaccessible. Ensuite, vous avez les eaux grises. Donc les eaux grises, c'est pas les eaux de cuisine. Donc, là aussi, on a une définition réglementaire. Et après, on peut parler également d'eau noire et d'eau jaune. Quand on a une séparation de la source, on va pouvoir collecter les deux flux séparément. Et donc, en fonction de ces flux, l'objectif de la réutilisation, c'est de trouver une voie de valorisation avec un équilibre technique et économique. Une autre échelle, un autre type de flux, c'est les eaux usées domestiques. Et les eaux usées domestiques, on peut travailler à l'échelle du sewer mining, comme on va vous parler juste après, ou à l'échelle des villes, où là on met en place un plan au niveau de la ville pour utiliser les flux d'eau non conventionnels. Comme ça se fait déjà dans beaucoup de pays. Quand on parle d'échelle, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup je parle de récupération ou est-ce que je parle de réutilisation? Donc la récupération, c'est on va récupérer l'eau d'un point A et on va l'utiliser sur un point B. Donc là, vous avez par exemple, vous avez ma douche en photo où j'ai installé ce dispositif qui permet de récupérer des premiers litres d'eau au niveau de votre douche et ensuite, moi, j'arrose mes plantes qui sont sur mon balcon avec. C'est un truc qui est très simple, ça coûte 20 € chez Ikea et ça marche extrêmement bien. Juste au-dessus, vous avez un petit boîtier qui permet de mesurer sa consommation d'eau. Et là, on va travailler l'axe vraiment sensibilisation pour que quand l'utilisateur visualise combien il consomme d'eau, il prenne conscience. Et derrière, il réduit son temps de douche. Ensuite, on peut parler de réutilisation. Et donc là, réutilisation, vous avez un exemple au point d'usage de réutilisation, qui est une douche à recyclage d'eau. Alors, il y a plein d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Je viens justement de finir un benchmark dans le cadre du projet Sobrio, où on a référencé les différents systèmes qui existent de recyclage de l'eau au niveau des douches. Et on a référencé pas moins de 15 solutions qui sont adaptées à plein de typologies de bâtiments, même à des choses, un van par exemple. Il y a plein de solutions qui existent. Au-delà de l'échelle du point d'usage, il y a évidemment l'échelle du bâtiment. Depuis le début, on a pas mal parlé de la partie construction neuve, substitution. Il y a des projets qui existent aujourd'hui en réhabilitation sur la réutilisation des eaux grises. Et donc ça, c'est un projet qui est en Martinique, qui est fait par le bailleur social Ozanam. Et en fait, il y a une réhabilitation de cette résidence de 8 logements pour venir récupérer l'eau des douches et alimenter l'ensemble des WC de la résidence. Donc là, les emprises techniques des gaines le permettaient. Donc ils ont pu développer ce projet. Et l'économie annuelle pour la résidence, donc là directement pour les habitants du logement social, c'est 2 000 € d'économie par an qui ensuite est divisé par les 8 logements. Il y a aussi une alimentation en fait, un tuyau qui permet de nettoyer les extérieurs de la résidence. Et ce qui était très intéressant avec ce projet, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la personne qui l'a développé au sein de Zanam, c'est qu'ils ont défini une personne au sein de la résidence qui est responsable de l'équipement. Et donc, si demain vous avez une coupure d'électricité, que vous avez plus d'eau au niveau de la résidence, la personne peut, ou vous avez une défaillance au niveau de l'équipement, la personne appelle directement aux Zanam pour reporter le problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte, c'est comment dans la phase de vie d'exploitation de l'équipement, comment je gère ça et comment je gère l'ensemble des responsabilités. Une autre échelle sur laquelle on peut travailler, c'est l'échelle de l'îlot. Alors aujourd'hui, il y a assez peu d'exemples en France sur cette échelle-là, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de projets qui sortent, et il y a vraiment une logique d'économie d'échelle. Là, c'est un projet qui est à San Francisco, c'est le siège de Uber, que tout le monde connaît, j'imagine. Vous avez deux bâtiments qui sont vraiment voisins sur le même îlot. La surface de plancher, c'est 41 000 m². Et ici, ils ont décidé de travailler sur deux échelles de flux, les eaux grises et les eaux de pluie. Et ils mutualisent en fait la gestion de ces deux flux au sein d'une seule unité de traitement. Et ce qui est intéressant comme approche ici, c'est que vous avez vraiment une filière de traitement adaptée à chaque typologie de flux. Donc vous avez du traitement membranaire sur les eaux grises, et sur les eaux de pluie, vous avez uniquement de la microfiltration et derrière de la désinfection UV. Donc là aussi, en mutualisant les flux, il faut avoir une réflexion sur quel traitement est-il bien adapté à ma ressource et quel coût d'exploitation je vais avoir en face. Ce projet, pour avoir une idée, le moteur principal, c'était la nouvelle réglementation à San Francisco sur le sujet de la sobriété hydrique, qu'on abordera en fin de présentation. Une autre échelle, c'est l'échelle du quartier. Il est tout à fait possible de monter des projets de réutilisation et de recyclage de l'eau à l'échelle d'un quartier.
Là, c'est un exemple qui est assez intéressant, c'est dans le quartier du port de Sydney. Et en fait, vous avez eu en 2008, donc là, c'est aussi pour vous montrer en termes d'échelle de temps, les différences de réflexion entre des pays qui sont vraiment contraints en termes de ressources. Et nous, aujourd'hui, bah, la réglementation date de 2024. Et on commence à prendre ces sujets, mais on a quand même un train de retard comparé à d'autres pays qui sont très avancés. Et donc ici, sur ce projet, vous avez une logique de sewer mining. Le sewer mining, c'est vous allez en fait prélever des eaux usées dans le réseau d'assainissement. Vous allez les traiter et vous allez les mettre à disposition de différents usagers. Donc là, vous avez le bâtiment qui s'appelle le Workplace 6, qui va réutiliser ces eaux-là pour alimenter ses WC. Et vous avez mis en évidence 2 parcs qui vont aussi être irrigués avec ces eaux recyclées issues du réseau d'assainissement collectif, mais aussi du bâtiment, parce que l'objectif, c'est que quand le bâtiment ne produit plus assez d'eau, on passe sur le réseau. Il y a une bascule entre les deux. Donc ça, c'est une approche qui est vraiment intéressante et qui a été développée aussi en France, notamment par Guillaume à Paris. Oui, alors dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets de réutilisation des eaux usées, des eaux grises, dont 2 projets sur les Jeux Olympiques à Paris, qui étaient l'occasion de faire des projets démonstrateurs sur la ville de demain, et on espère la ville d'aujourd'hui. Et donc, tout d'abord, ce premier projet qui visait à lutter contre les îlots de chaleur urbain, ICU, et en allant chercher l'eau dans l'égouts qui passent dans la ville, quoi. Donc là, typiquement, la canalisation, elle est au pied des cubes blancs que vous avez là-haut. Il y a une vanne spécifique développée par la société FREG qui permet de récupérer l'eau, de faire monter le niveau, pomper dedans. Et la société Nerus a une solution particulière de pouvoir filtrer directement cette eau pour la rendre en adéquation avec les réglementations pour la réutiliser sur des espaces verts, la centaine d'arbres présents, etc. Donc ça peut se plugger quelque part finalement assez facilement, entre guillemets. Après, il y a le contexte réglementaire. Alors, il n'est pas si compliqué que ça, puisque la station, finalement, le dispositif, c'est une petite station d'épuration qui rentrait sous les 200 équivalents habitants. C'est importé à connaissance. Sur ce plan-là, c'est pas trop compliqué. Par contre, vous avez un dossier d'autorisation à porter sur la réutilisation des eaux usées, qui n'est pas EICH, là. C'est une autre réglementation. Voilà. Donc, et l'autre projet, bah, là, on vient sur le bâtiment, porté par ICAD, et toujours dans le cadre des Jeux Olympiques, hein, vous êtes toujours dans le village des athlètes. Et c'est un bâtiment cycle qui se voulait circulaire. Alors, on a parlé des urines. Donc, il y a une séparation à la source avec les fameuses toilettes Laufen qui permet de récupérer les urines, qui là, on l'a stocké et qui partent être transformées par... j'ai perdu le nom de la société, mais bon, pour faire l'engrais ou la Toupie. C'est Toupie Organics. Il y a possibilité de lombricomposter les fesses sur site. Et ici, ce projet, à la base, on n'avait pas le cadre réglementaire évoqué, donc on était en dérogation, donc c'était un dossier de dérogation qu'il a fallu monter pour pouvoir recycler toutes les eaux, a priori, hein, avec le dossier France Expérimentation, on avait même les ovales, mais bon, de toute façon. Donc les cuisines également, et dans les usages autorisés, à part donc les toilettes, les espaces verts, mais aussi la machine à laver le linge. Voilà, et il y a aussi un point intéressant qu'on n'a pas trop évoqué, quand on parle de grise, c'est des eaux de douche, souvent on prend une eau chaude, hein, on se douche à l'eau chaude, donc il y a des calories qui peuvent être récupérées. Finalement, une fois qu'on veut recycler ces eaux, elles sont traitées, et les calories sont assez facilement récupérables avec une pompe à chaleur. De petite capacité, mais qui permet de revenir réchauffer l'eau chaude sanitaire. Dernier point sur la partie échelle, qui est important d'aborder, c'est à quelle échelle également on est en termes de réglementation. C'est est-ce que la réglementation amène à brider certains projets ou pas, ou est-ce qu'on a le champ libre sur jusqu'où on peut aller en termes de mutualisation des installations. Donc là, on l'a évoqué tout à l'heure lors de la présentation précédente, on peut aujourd'hui réutiliser des eaux non conventionnelles.
des EICH, dans un cadre mutualisé à partir de 11 habitations, dans des zones d'activité, des lotissements, des complexes scolaires et hôteliers. Donc là, on peut vraiment venir avoir une gestion globale des installations. Par contre, la grosse question qui se pose derrière, c'est comment sont réparties les responsabilités entre les différents acteurs. Un autre point intéressant, c'est pour mettre un peu la mise en lumière sur la réglementation française, mais aussi les réglementations internationales. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plein d'autres pays qui se sont intéressés au sujet. Il y a notamment nos voisins espagnols qui, là, en 2026, vont mettre en application une réglementation qui date de 2025. Barcelone, pour faire le chemin, des multiples sécheresses depuis plusieurs années. Ils ont pris le sujet, notamment de la réutilisation des eaux grises, en faisant un plan de gestion des eaux non conventionnelles à l'échelle de la métropole. Et donc, ils ont investigué chaque flux, ils se sont demandé comment on va pouvoir les réutiliser. Et du coup, à partir de ce plan, ils ont décliné un arsenal réglementaire qui rentre en vigueur. Et l'obligation qui va rentrer en œuvre le 19 juillet, c'est plus de permis de construire, plus de projets de réhabilitation d'ampleur si vous réutilisez pas les eaux grises. Et donc là, vous avez des seuils. Le seuil, c'est à partir de 16 logements pour le résidentiel. Et pour le tertiaire, c'est quand vous consommez plus de 595 mètres cubes pour des usages d'eau non potable, vous êtes soumis à l'obligation de mettre en place un système de recyclage d'eau grise. L'autre penchant, c'est du côté de San Francisco, aux États-Unis, où là, depuis 2012, il y a déjà une obligation pour des surfaces aménagées de plus de 23 000 m². Et depuis 2021, ils sont passés à une obligation pour l'ensemble des bâtiments, à partir de 9 200 m² de surface construite. Et ce qui est très intéressant aussi en termes de suivi sur ces réglementations-là, c'est qu'au-delà de l'échelle, on a aussi une obligation en termes de suivi, notamment à San Francisco, où vous avez en fait, quand vous avez un système de recyclage d'eau grise, vous avez obligation de référer chaque mois les consommations que vous avez eues dans le bâtiment, et vous avez obligation de les comparer avec le quota d'eau qui vous a été donné par la municipalité. Et si vous dépassez ce quota, vous payez jusqu'à 3 fois le prix du mètre cube. Donc là, on a vraiment une incitation tarifaire, en plus de l'obligation d'aménagement lors du permis de construire, qui pousse en fait vers des systèmes plus sobres en eau. Et l'accompagnement se fait aussi d'un point de vue financier parce que vous avez des montants de subventions pour chaque typologie de projet en fonction des mètres cubes à utiliser. Au-delà de l'échelle, l'objectif c'est de mettre en œuvre forcément des projets. Et là, la mise en œuvre, elle doit se faire, de mon point de vue, au travers d'une analyse. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire des scénarios où vous allez vous dire quel type d'eau je vais réutiliser pour quel usage. Est-ce que l'eau de pluie c'est pour mes WC ou est-ce que c'est pour les espaces verts? Et derrière, il faut mouliner ces scénarios au travers d'une analyse réglementaire, économique, analyse de risque, technique et organisationnelle pour savoir qui paye quoi à quel moment. Et demain, j'ai plus d'électricité. Comment j'amène de l'eau au WC et comment je gère cette problématique? Ça, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser et je vous encourage à être accompagné pour étudier l'ensemble de ces sujets. Voilà. Merci pour votre attention. J'oublie aussi, mais juste pour conclure, j'ai ramené des canettes de bière qui viennent de San Francisco, qui sont faites à partir d'eau grise recyclée. Donc je les mettrai sur la table et vous pourrez les voir. Merci beaucoup, merci à vous deux pour cette présentation. Des questions? Oui, du coup, est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Une question sur le sewer learning, à savoir comment ça se gère, que quand même, finalement, si ça se déploie beaucoup, on va mettre des petites stations d'épuration partout dans la ville. Comment ça se gère avec le schéma d'assainissement de la ville, par exemple? Est-ce que les exploitants de stations d'épuration, comment ils appréhendent ce genre de technique? Et économiquement, est-ce qu'il y a des études qui montrent l'intérêt de ces techniques par rapport à finalement faire une grosse réutilisation dans la station d'épuration collective? En gros, entre le décentralisé et le centralisé, est-ce que vous avez des éléments? Moi, dans le projet, pour essayer de répondre, hein, j'ai dû faire une analyse de cycle de vie. Alors, je l'ai fait moi-même avec mes moyens, donc c'était positif, déjà. Par rapport à le classique qui est l'eau part à la station d'épuration qui est quand même très loin, et l'eau ne reviendra jamais sur le parc, parce que en termes de tuyaux, de pompage et autres, c'est un camion. Tout ça, c'est par rapport à une machine qui est là et qui a consommé un petit peu d'énergie, mais pas tant pour des mètres cubes, pour les mètres cubes en jeu. Voilà. Comment réagiront les majors de l'eau?
jusqu'à maintenant, l'histoire du traitement des eaux usées en France, c'est de plus en plus de grandes stations d'épuration et on fait disparaître les petites stations. Donc on peut se dire que, comme c'est enregistré tout ça, je dirais que l'histoire elle va dans ce sens-là de par ses acteurs. Aujourd'hui, si on veut pouvoir recycler des eaux, il faut pouvoir quand même le faire plutôt là où elles sont produites, parce que les coûts d'infrastructure, quand même, elles sont derrière de traitement et de transport, ça chiffre très vite, les tuyaux, ça coûte très vite cher. Mais les compétences, du coup Les compétences, c'est un peu les mêmes que dans les stations d'épuration. Voilà. Donc un opérateur DSP ou même les opérateurs, les exploitants d'une station d'épuration peuvent venir opérer et suivre une machine qui peut-être, si elle est membranaire, sera un peu plus technologique que des solutions plus classiques, mais les solutions membranaires aujourd'hui sont quand même en train de se développer énormément. Donc, je n'ai pas répondu à tout, mais c'était compliqué. C'est enregistré? Oui. Est-ce que tout le monde connaît le réseau d'assainissement de Toulouse? Et qui sait que c'est le plus grand réseau séparatif pluvial du monde? Du monde. Jusqu'à présent, je le dis et j'ai personne qui m'a contredit, du coup, je le dis toujours. Voilà. Est-ce que vous connaissez la particularité de ce réseau séparatif et les impacts budgétaires par rapport à Bordeaux? Quand Bordeaux construit un réservoir d'eau de pluie sur son réseau unitaire, c'est financé avec de l'eau usée. Quand Toulouse Métropole construit un bassin de rétention des eaux pluviales, c'est financé en compétition avec l'éducation, la culture, sur le budget principal. Est-ce que vous connaissez une autre particularité du réseau d'eau usée de la ville de Toulouse? Le réseau d'eau usée de la ville de Toulouse a été construit sur l'ossature dans les années 50, 60, 70, 80, avec une perspective de développement urbain qui était ce qu'il était à l'époque. Donc, un peu comme sur le système des réseaux unitaires, il y a un moment, la capacité des réseaux structurants est insuffisante. Oui, alors ça, c'est pas qu'à Toulouse. Si c'est à Toulouse, c'est pas qu'à Toulouse. Par rapport au major de l'eau, quand vous avez un réseau structurant qui est insuffisant, vous avez quoi comme possibilité? De rénover la conduite en mettant un diamètre supérieur? Ou de traiter au quartier. Voilà. Pourquoi pas? Oui, je vais prendre la question de... Oui, après on va passer à la présentation suivante. Je voulais citer une émission radio Ciel mes déchets sur France Culture, avec l'épisode 4 sur 4 du jeudi 26 mars 2026 sur l'urine humaine, des engrais contre la pénurie. Je vous invite tous à l'écouter, c'est extraordinaire. L'histoire humaine est faite de vagues. Jusque dans les années 60, on a utilisé des urines en région parisienne pour irriguer des zones maraîchères. Bon, on y reviendra peut-être. En tout cas, là, ce que vous venez de citer, par exemple pour Toulouse, il y a toute une plaine qui est en contrebas de Jolimont, entre la Cité de l'Espace et Jolimont, qui pourrait être demain une ferme urbaine extraordinaire, collectant, juste en gravitaire, collectant tout à je vous dis, pour avoir travaillé sur les urines, et puis pour passer la main après, j'ai pas mal travaillé sur les urines avec des technologies. Il y a quand même un sujet dans les urines, c'est que vous avez combien de pourcentage des micropolluants 60% de la toxicité. Voilà, 60% des micropolluants qu'on rejette, les humains, les médicaments et autres, c'est dans les urines. La partie micropolluant, mais il y a aussi des... Mais il y a plein de... des pathogènes, mais il y a quand même pas mal d'études, donc, mais ça mériterait d'être encore... Ouais, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est super intéressant les urines, mais il faut avoir en tête nos pollutions qui n'existaient pas dans les années peut-être 50 ou avant, et qu'on a aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mais il faut le faire, il faut le tester. Pardon. Présentation suivante. Je vous invite juste à la présentation. Non, mais c'est un apport médical.
Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. A priori, à une époque, avant les années 50 et 60, l'urine était utilisée comme désinfectant. Ouais, bon, ça va. Heureusement, notre espérance de vie s'est allongée depuis. Merci beaucoup. Donc du coup, Jean-Baptiste, c'est à toi. Oui, on peut les applaudir. Bonjour à toutes et tous, enchanté d'être avec vous ce soir. Merci Envirobat de m'avoir offert cette opportunité de vous présenter Cactile. Et donc moi-même, je suis Jean-Baptiste Land, fondateur de Cactile. On peut dire Cactile, je ne me vexe pas, c'est pas grave. Cactile, c'est une société à mission que j'ai créée il y a 5 ans maintenant, avec l'ambition d'utiliser les bâtiments pour ralentir le cycle de l'eau. On l'a vu, le changement climatique, il est inéluctable, on émet de plus en plus de CO2, l'air se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe, et donc ça vient modifier le cycle de l'eau avec des précipitations, un régime de précipitation qui va être des pluies qui vont être concentrées sur les périodes hivernales, effectivement, plus intenses, et des périodes de sécheresse plus longues et plus difficiles également qu'il va falloir passer. Donc, s'adapter au changement climatique, ça veut dire, c'est pas seulement faire des économies d'eau, mais c'est aussi savoir gérer les trop d'eau, puisqu'on l'a vu, ne serait-ce que cette année, l'an dernier, il y a eu des événements importants en France. Donc, savoir gérer les trop d'eau et savoir effectivement affronter les sécheresses en faisant des économies. Je vais faire une petite parenthèse sur ma présentation en disant que cette situation, elle n'est pas totalement inéluctable non plus, parce que cette volonté de ralentir le cycle de l'eau, c'est quelque chose de possible. C'est possible grâce aux végétaux notamment, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que les végétaux participent, notamment les forêts, grandement à créer la pluie. Donc si on veut ralentir le cycle de l'eau, il faut planter des arbres, et pas planter des arbres, comme j'entends souvent dire, on va planter des espèces qui ne consomment pas d'eau. Une espèce qui ne consomme pas d'eau, elle est jolie, mais elle ne sert à pas grand-chose sur le cycle de l'eau, puisqu'elle ne va pas évaporer, elle ne va pas renvoyer cette eau dans l'atmosphère, elle ne va pas créer les nuages, elle ne va pas créer la pluie. Donc si on veut ralentir le cycle de l'eau, il faut créer des espèces qui vont consommer de l'eau, qui vont effectivement participer à recréer le cycle, mais donc il faut les arroser. Ça veut dire qu'il faut augmenter les volumes d'eau qu'on est en capacité de stocker et qu'on va apporter à ces espèces végétales pour recréer, ralentir le cycle. Et donc c'est tout l'enjeu de Cactile, c'est de se dire comment est-ce que j'essaye, notamment dans un milieu urbain, de développer au maximum les capacités de stockage dans ce type d'environnement. Donc nous, on a choisi de le faire avec les bâtiments. En gros, l'idée, c'est de transformer les toitures des bâtiments, les façades et les clôtures de jardin en réservoirs d'eau de pluie. Donc c'est des espaces qui sont aujourd'hui monofonctionnels, qu'on va transformer en espaces multifonctionnels pour justement augmenter les capacités de stockage d'eau de pluie et ralentir le cycle de l'eau en ville. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un retour d'expérience sur un projet démonstrateur en façade. Donc notre premier bâtiment cactus, parce qu'on s'est beaucoup inspiré du cactus, c'est comme ça que le cactus aussi a réussi à s'adapter à un changement d'environnement, en développant des capacités de stockage d'eau. Donc notre premier bâtiment cactus, il a poussé à Castres, auprès d'une entreprise qui s'appelle Cyrea, qui travaille aujourd'hui beaucoup dans le domaine de la transition écologique sur l'optimisation de la production d'énergie photovoltaïque notamment. Donc le PDG Bruno Bouteille est très engagé sur ces questions-là, très engagé sur la ressource en eau également, puisqu'à titre personnel, il a été confronté dans des activités en Afrique également à l'assèchement complet d'un lac sur la zone où il intervient. Et donc l'entreprise qui est basée à Castres avait un bâtiment qu'on aperçoit derrière qui était un peu vétuste, qui ne reflétait pas totalement une image de marque correcte. On avait la volonté de faire un habillage de façade, et quand il a entendu parler donc de notre procédé, il s'est porté volontaire pour venir installer donc notre solution donc de stockage d'eau qui est constituée de réservoirs, de mini réservoirs de stockage qui sont modulables et interconnectables, et donc on va pouvoir mettre de partout. C'est vrai qu'aujourd'hui,
pour aller stocker de l'eau, on fait plutôt des grosses cuves qui stockent beaucoup d'eau, mais qu'on ne sait pas où mettre. Bon, nous, on a pris le contre-pied. En ville, on n'a pas beaucoup de place. On va faire plutôt des petits réservoirs, mais on va pouvoir les mettre de partout. En l'occurrence, là, derrière un bardage ventilé. Donc, on a calpiné les réservoirs sur cette façade. Donc, on est venu positionner entre les fenêtres, les portes, etc. On se raccorde aux descentes d'eau pluviale. Et donc, à chaque fois qu'il pleut, plutôt que l'eau parte dans le réseau pluvial et vienne encombrer le réseau, elle va d'abord remplir les réservoirs de façade. Et après, vous allez voir, on va l'utiliser à l'intérieur du bâtiment pour faire des économies. Donc, au départ du projet, on a développé des outils de simulation qui nous permettent, en fonction de différents paramètres, d'estimer la capacité maximum de collecte d'eau. Donc, sur ce projet, on avait estimé à peu près 80 mètres cubes de collecte d'eau de pluie par an. Il pleut encore pas mal à Castres. Donc, seconde phase du projet, donc on a un certain nombre de partenaires sur ce projet. Donc déjà, il a fallu trouver un artisan capable, enfin qui était aussi motivé pour venir installer cette solution. Donc là, c'est la société Bois Concept Occitan, qui a un bardeur local, donc qui était vraiment motivé. On a eu le soutien technique de la CAPEB également, qui a aidé cet artisan sur ce projet. On a réalisé, c'est toujours en cours, une ACV sur le projet également, avec le bureau d'études APIGEC. Et on a eu le soutien financier de l'Agence de l'eau, que je remercie encore, Ariette, et de la région pour ce projet démonstrateur qui a coûté un peu plus cher forcément qu'un projet industriel, puisqu'il y a un ensemble de suivi technique et scientifique. Le chantier, comment ça s'est passé? Donc, pour le bardeur, ça n'a pas changé grand-chose à son activité. Il est venu poser, on le voit sur la photo du milieu, des équerres au mur tous les 60 cm qui lui servent à fixer ses chevrons et ensuite à venir mettre son bardage. Mais sauf qu'il y a une étape intermédiaire, c'est qu'une fois qu'il a posé ses équerres, il vient installer des réservoirs sur les équerres. Il les connecte entre eux, il les connecte aux descentes d'eau pluviale. Tout ça, ça fonctionne tout seul. C'est que des principes de vase communicants. En gros, quand il pleut, ça remplit la conduite, ça remplit les réservoirs. Et puis quand c'est plein, ça retourne au pluvial. Et donc pour le bardage, on a, ça c'est le choix de Bruno Bouteille. Donc il est parti sur un bardage de chez Cédral. La seule contrainte qu'il va falloir à notre dispositif, c'est d'avoir un bardage qui soit quand même démontable si jamais on a besoin d'intervenir. On n'a pas besoin de tomber toute la façade, mais simplement un panneau ou une lame. Voilà, donc au final, on a intégré 1500 litres de capacité de stockage qui sont complètement invisibles, qui n'ont eu aucun impact sur les sols ni sur les espaces, parce que c'est vrai que aujourd'hui, pour récupérer l'eau de pluie, on va aller mettre, alors soit on met des récupérateurs aériens qui peuvent gêner, donc là par exemple il y a un chemin le long de l'entreprise, c'est pas très pratique d'aller faire ça, soit on vient enterrer une cuve, et là c'est un peu, finalement pour désimperméabiliser, on va imperméabiliser ou on va artificialiser les sols. Donc, et en plus si on met une cuve, il va falloir mettre des pompes, etc. On rentre dans une complexité plus importante. Donc, nous c'est vraiment un projet qui du coup n'a aucun impact sur les sols, ni sur les espaces, et aucune consommation d'énergie. Et en termes d'usage de l'eau, donc ce qu'on a prévu avec le souhait du propriétaire, donc c'est des robinets de soutirage sur la façade qui sont complètement gravitaires. J'ouvre le robinet, l'eau coule des réservoirs. Et on a connecté les toilettes de l'atelier directement aussi avec un simple tuyau qui part des réservoirs jusqu'au réservoir de la chasse d'eau avec deux alimentations. On a gardé l'alimentation en eau potable d'un côté, l'alimentation en eau de pluie de l'autre. Donc ça tourne à l'eau de pluie tant qu'il y a de l'eau de pluie. Le jour où il n'y a plus d'eau de pluie, on ferme un robinet à côté, on rouvre l'autre et puis ça repart à l'eau potable. Manuellement, après ça peut s'imaginer, enfin on peut automatiser ce type de procédé très, très facilement. Mais là, c'est vraiment, on est dans du low-tech complet. Sauf cette petite Cactile Box là, qui nous permet là de collecter de la donnée justement dans le cadre notamment du programme de suivi. Donc l'idée, c'est avec ce petit boîtier, on vient mesurer l'eau qui est collectée, l'eau qui est consommée. Et c'est un boîtier aussi qu'on veut utiliser pour aider les villes à réguler les pluies. Donc l'idée, c'est de se dire, ce boîtier, il reçoit des prévisions météo. En cas d'alerte météo, on va vidanger les réservoirs avant l'événement, de façon à ce que quand il pleut, la façade vienne servir de réservoir tampon. Donc en avant-première, ça n'a même pas encore été présenté à l'Agence de l'eau, mais c'est vraiment un petit extrait. En avant-première, quelques graphiques
que je vous présente sur ce procédé-là chez Syria. Donc on voit par exemple sur le graphique du haut l'évolution du stock d'eau avec, quand ça monte c'est qu'il y a eu une pluie, donc ça s'est rempli, quand ça descend c'est qu'il y a de la consommation. On a développé un capteur de pression vraiment spécifique qui nous permet de connaître assez finement les volumes d'eau et on s'est rendu compte qu'on arrive même à détecter quand une chasse d'eau est tirée. Derrière pour le traitement de la donnée, l'analyse de la donnée c'est vraiment intéressant. On arrive même, là, on s'est rendu compte à détecter l'évaporation qu'il peut y avoir dans les réservoirs. Donc ça, c'est le premier graphique. Deuxième graphique, on voit par exemple les collectes de pluie, là, hein, donc on voit les graphes qui montent, et on arrive à détecter également les consommations d'eau au robinet. Donc on a des baisses de pression brutales, tout simplement parce que notre capteur de pression est à proximité du robinet, et donc quand on ouvre le robinet, il n'a plus d'eau, et on arrive du coup avec ce boîtier à vraiment savoir les quantités d'eau qui sont utilisées dans les toilettes, qui sont utilisées à l'extérieur pour l'irrigation et ce qu'on collecte quand il pleut. Un autre exemple également un petit graphique sur une pluie d'orage. Donc là, c'était le 20 janvier. 20 janvier, donc on avait une alerte météo comme quoi il allait y avoir des pluies assez intenses dans les jours à venir. Donc le système a été vidangé, on est tombé à zéro. Le 22 janvier, une pluie qui nous a ramené à la moitié du stockage. Et 2 jours plus tard, une seconde pluie qui nous a permis de remplir complètement le système. Donc voilà un exemple de gestion de l'eau de pluie un peu optimisée qu'on peut mettre en place. Donc le retour d'expérience, pour synthétiser, on a aujourd'hui avec ce projet, on a un retour d'expérience en termes de conception-installation. Donc notre volonté, c'est, là on a intégré le CSTB Lab, donc l'incubateur d'entreprise du CSTB, pour aller chercher ce qu'on appelle une ATEX, donc appréciation technique expérimentation. Et on a un retour d'expérience exploitation. Alors les points que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est on remarque qu'on a effectivement un remplissage du système qui est très rapide parce qu'on a une surface de toiture assez importante et malgré tout 1500 litres, c'est pas énorme. Alors c'est pas énorme, mais cependant depuis plus de 6 mois maintenant que c'est installé, ça n'a quasiment jamais été vidé. Donc, et ça c'est un point aussi important, c'est-à-dire que il y a souvent on peut calibrer un système de récupération d'eau en fonction d'un usage. Il faut vraiment que l'usage suive. Et là, en l'occurrence, nous on était parti sur une consommation de 250 litres par jour, etc. Et finalement, on se rend compte qu'en réalité, on est à moins de 100 litres par jour. Tout simplement parce que les toilettes sur lesquelles le système est connecté n'est finalement pas assez utilisé par les salariés, donc il faut accompagner les salariés en disant utilisez plutôt ces toilettes-là, parce qu'il y en a d'autres dans un autre bâtiment. Et ça joue finalement sur, justement, je disais tout à l'heure, on avait simulé 80 mètres cubes de capacité de collecte. Finalement, on va être probablement à moins de la moitié parce que l'eau n'est pas assez utilisée. C'est pas tellement que ça ne récupère pas, mais c'est qu'on n'utilise pas assez d'eau. Autre information importante, on a une eau qui a toujours été très claire et sans odeur aussi. Ça, c'était quelque chose, une crainte au départ. Mais nous, l'eau est préfiltrée au niveau de la boîte à eau, ce qui fait que, et comme elle est dans le noir complet, on n'a pas de problème de développement bactérien. Voilà, pour accélérer, parce que je pense que j'ai dépassé les 10 minutes, on travaille également sur des déclinaisons de ce procédé, donc sous la forme d'accessoires murales, plutôt que refaire toute une façade, c'est de se dire, peut-être un peu partout en ville, j'ai plein de murs aveugles où je pourrais imaginer des récupérateurs d'eau de pluie un peu partout, et venir augmenter mes capacités de stockage d'eau. On travaille également, là on a entamé un travail avec la société Actis que j'ai découvert grâce à Envirobat, à un rendez-vous organisé, donc qui fait des isolants à base de matières premières recyclées, et on travaille sur une combinaison de nos procédés avec une isolation thermique par l'extérieur. Et tout ce retour d'expérience, pour finir, il nous sert également pour notre procédé de clôture stockante, qui est le premier qu'on commercialise
à grande échelle et qui fonctionnent exactement comme la façade en fait, sauf que les réservoirs ils sont insérés entre des poteaux de clôture et on vient se connecter aux descentes d'eau pluviale même si on est à distance du bâtiment. Donc ça nous sert vraiment à venir aussi éprouver ce système qui, cela dit, fonctionne très bien, puis ça fait plusieurs mois aussi qu'il est en fonctionnement. Et voilà, j'en ai terminé. Et Laurent, je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié quoi. Le 4 juin, tout à fait. S'il y a des membres de la communauté du Coq Vert de BPI dans la salle, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a un événement qui est organisé chez IMS Networks à Castres le 4 juin, où justement vous verrez en fonctionnement un système de clôture stockante. On a installé quasiment 50 mètres de clôture chez eux. Donc voilà, c'est l'occasion de le voir en vrai. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Du coup, on va prendre 2 questions seulement. Donc, Julien Berlot, Petit Immobilier, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez étudié le fait que le principe de stockage en façade ait aussi peut-être des répercussions sur le déphasage thermique de la façade, des qualités, c'est-à-dire que les stockages d'eau pouvaient peut-être absorber une partie des calories venant du soleil avant qu'elles atteignent le mur de façade. Oui. Alors on sait que notre système va stocker de l'énergie, effectivement, on l'a mesuré, on a un déphasage thermique d'à peu près 3 heures dans les réservoirs. Par contre, c'est plus compliqué que ça dans une façade avec isolation. Il y a l'isolant, il y a le mur, il y a et c'est justement l'un des enjeux de ce qu'on est en train de faire avec Actis. On installe là nos réservoirs sur un bâtiment démonstrateur qui est instrumenté, où on saura dire ensuite effectivement les impacts qu'il y a. Il y avait une deuxième question ici. Oui, donc Alix Roussel, société Equipopuis du groupe Soprema. Donc merci d'avoir pour votre présentation qui était très claire. J'avais quelques questions. Vous avez parlé, en fait, il y a différentes choses. Vous avez parlé de filtration. Donc quelle est la filtration qui est employée pour ce type de solution? Et après, vous avez parlé aussi d'évaporation et vous avez dit que l'eau n'avait pas d'odeur, etc. Donc est-ce qu'il y a quelque chose avec cette chaleur d'évaporation, du coup, vous arrivez quand même à tenir vos cubages ou pas? Ah oui, en fait, elle est minime, l'évaporation. C'est vraiment au niveau des mises à l'air, c'est-à-dire que sur nos réservoirs, on a des mises à l'air qui permettent de remplir et de vider, sinon ça ne marcherait pas. Et donc, c'est par ces mises à l'air qu'on a un peu d'évaporation, mais elle est vraiment minime. Mais on arrive à la détecter, c'est ça qui est intéressant, donc on peut la quantifier. Et l'autre question, c'était sur... Il y avait la filtration et la disconnexion des 2 réseaux que je voulais juste... La filtration, elle est faite au niveau des boîtes à eau. En fait, on a des boîtes à eau qu'on a faites spécifiquement qui permettent alors qui sont inaccessibles aux moustiques, qui permettent de filtrer, décanter l'eau, et donc on a une eau qui s'insère qui est vraiment très propre. Un filtre qui est aujourd'hui pas remplaçable ou pas, enfin, qui est nettoyable, filtre mécanique nettoyable. Ouais. Donc c'est l'un des intérêts de notre dispositif. Il y a vraiment 0 frais d'exploitation et maintenance. Il y a juste l'entretien de la boîte à eau. Monter en charge au niveau des toitures? Ah non, pas du tout, non. Ouais. Et la dernière, c'était la disconnexion des 2 réseaux. Oui. Comment vous la gérez vu que c'est gravitaire? Vous n'avez pas forcément de système de pompage qui est encore intégré à votre solution. Oui. Comment vous gérez la disconnexion entre les 2 réseaux, entre l'eau potable et l'eau de pluie? Là, on l'a vu sur les toilettes, par exemple. Donc sur les toilettes, on s'est mis sur En fait, le mécanisme de chasse d'eau, c'est un mécanisme de surverse, déjà. Donc l'eau de pluie, elle ne peut pas atteindre le robinet d'eau potable. Physiquement, c'est pas possible, puisque quand ça se remplit, ça passe par la surverse. Donc le fait qu'on ait une alimentation de chaque côté, ça déjà, ça nous garantit le fait qu'on ait une disconnexion totale. Soit en met l'un, soit en met l'autre, quoi. Ouais, exactement. Okay, tout à fait. Et après, sinon, il y a la possibilité de venir alimenter les réservoirs d'eau de pluie à l'eau potable quand il n'y a plus d'eau de pluie. Et donc, à ce moment-là, on n'a qu'un seul réseau dans le bâtiment. Simplement, c'est soit alimenté à l'eau de pluie, soit alimenté à l'eau potable quand il n'y a plus d'eau. Et là, pareil, avec un dispositif de surverse qui fait qu'il n'y a pas de connexion entre les 2 réseaux. Ça marche, merci. Je vous invite à garder vos questions. De toute façon, on a un temps après d'apéro pendant 1 heure, de 19h à 20h. Donc gardez vos questions et puis vous aurez toujours envie d'échanger avec les intervenants. Merci à toi. Merci. Merci. On va passer à la dernière présentation. Donc Julien Bergeau de Green City va nous présenter plutôt le sujet la REUT.
donc réutilisation des eaux grises dans un projet d'habitat à Toulouse. Oui, bonjour à tous. Julien Bergeau, donc de Green City Immobilier. Je suis responsable innovation et grands projets pour Green City. Et je suis là pour vous présenter une opération qui n'est pas à San Francisco, qui n'est pas le siège social de Beurre, mais qui est à Toulouse, donc dans le quartier Malper, où nous avons fait du recyclage d'eau grise à usage domestique pour une réinjection donc dans les WC de l'opération et dans l'arrosage des espaces verts. Donc voilà l'opération, elle est livrée, hein, donc je suis assez fier de vous présenter ça, puisque jusqu'à maintenant mes présentations étaient soit en phase conception, soit en phase d'exécution. Maintenant elle est livrée, le dispositif est sur le point d'être mis en place en réinjection, donc il fonctionne déjà, mais pour l'instant rejeté à l'égout pendant la phase de test. Là il va bientôt être mis en réutilisation et réinjecté dans les colonnes montantes. Donc c'est une opération de 126 logements, donc une opération d'ampleur, donc au sud de Toulouse, dans le lac Malper, composée de 6 bâtiments, donc une grosse opération, 6 bâtiments, 2 niveaux de sous-sol. Et donc le principe, c'était de récolter les eaux grises venant donc des salles de bain de toute l'opération, de les acheminer jusqu'au sous-sol dans des cuves de rétention, de les recycler, de les traiter et de les réinjecter dans l'ensemble des WC de l'opération et pour l'arrosage. Également, on avait 2 enjeux, donc c'était bien sûr faire des économies d'eau et ensuite arroser aussi de façon significative un espace planté central qu'on voit un peu en haut là, de l'image, on le verra tout à l'heure en photo. Je l'ai sur la diapositive suivante, ici, voilà, qui à terme sera un petit poumon pour ce cœur d'îlot qui est très dense. Si vous connaissez la zone, elle est très dense. Donc du coup, le but c'était de faire un petit poumon vert ici avec un petit îlot de fraîcheur à terme. Donc c'est planté, on ne voit pas encore parce que c'est petit, mais il y a beaucoup de sujets et beaucoup de densité au sol. Et le but c'est d'arroser suffisamment pour qu'il y ait de la transpiration végétale et de l'évapotranspiration. Donc tout ça sur de l'eau recyclée. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est des bâtiments assez hauts qui vont jusqu'au R+7. Notre but, bien sûr, à terme, on retrouve à peu près tout le temps les mêmes chiffres quand on fait ce type d'usage. On économiserait à terme environ entre 25% et 30% de la consommation d'eau potable d'une opération. Ça, c'est le schéma de principe. Alors, ouais, il est un peu compliqué, mais bon, je vais vous l'expliquer. Donc, en rouge, on voit les colonnes spécifiques d'eau grise qui ne récupèrent que les salles de bain de tous les logements, qui descendent et qui s'acheminent vers le sous-sol. Donc, en l'occurrence, on avait 2 niveaux de sous-sol qu'on voit tracés par les lignes horizontales. Donc, on l'envoie jusqu'au R-2, où là, il y a une première étape qui est un passage par un tamis rotatif qui permet d'enlever les particules, les grosses particules, comme les cheveux ou les résidus peut-être textiles ou autres. Une fois tamisé, ça passe donc dans une cuve de stockage d'eau grise brute, qui est enterrée en l'occurrence, pour des choix architecturaux. Une fois que c'est dans ce stockage, suivant les besoins, c'est plutôt, en fait, on l'a calibré de façon plus ou moins continue quand même, il y a un traitement continu. On pompe et on envoie cette eau grise brute vers le procédé de filtration, qui est situé au -1, donc, ou R-1. Donc c'est un procédé d'ultra et de microfiltration, puis un traitement catalytique en l'occurrence. Et ensuite, ça rejette donc dans une cuve d'eau grise traitée qui revient au sous-sol -2. Voilà, cette eau grise est conservable 48 heures en stock. Et au besoin, elle est acheminée dans les colonnes montantes par un groupe de surpression qui alimente toutes les colonnes montantes de tous les bâtiments, des 6 bâtiments. Voilà, donc, et aussi où il y a un départ arrosage. Donc la phase actuelle, comme je vous ai dit, tout est terminé. L'opération est livrée depuis la fin d'année dernière, donc décembre 2025. On a attendu 3 mois que ça se remplisse. Donc bien sûr, pour recycler de l'eau grise, il faut qu'il y en ait de produite. Donc ça met à peu près 3 mois avant d'avoir un taux de remplissage des logements suffisant
pour pouvoir faire amorcer la phase de test. Donc on a démarré début mars la phase de test qui a commencé par une mise en fonctionnement sur de l'eau propre, sur de l'eau potable, juste pour mettre en route la machine, vérifier qu'elle fonctionnait correctement, mécaniquement on va dire correctement. Ensuite, la seconde phase, ça a été une mise en fonctionnement donc, sur de l'eau grise brute collectée avec rejet à l'égout. Donc, entre le moment où j'ai fait le PowerPoint et maintenant, on est passé à la phase 3 maintenant. Donc là, ça a été pendant au moins 2 mois. On a fait tourner la machine avec de l'eau grise brute, rejet à l'égout, le temps de faire tous les réglages nécessaires, les réglages des backwash, de l'auto-nettoyage en fait. Enfin voilà. Donc tout ça et de faire les tests. Et là, donc, on a fait la première campagne de test de façon récente, qui s'est révélée très positif. Donc, on est en train de préparer le dossier réglementaire de mise en service à déposer à l'ARS incessamment sous peu. Et dès qu'il sera déposé, on pourra renvoyer les eaux dans les colonnes montantes. Donc, je pense que c'est qu'une affaire de semaine, peut-être 1 semaine ou 2 maximum. Voilà. Vous avez un contrôle périodique des eaux? Oui, bien sûr, réglementaire. Voilà. C'est quoi la périodicité? Alors, je ne l'ai pas en connaissance. Ouais, je crois que c'est tous les 6 mois. Il me semble qu'au début, on s'était imposé, moi, vu que j'ai monté le dossier, qu'on a conçu le dossier avant déclaration, donc c'était encore soumis à dérogation, on s'était imposé même beaucoup plus. Je pense qu'on avait même un contrôle hebdomadaire dans les premiers mois, qu'on a revu avec la norme qui est sortie entre-temps. Voilà. Donc là, je suis là du coup pour vraiment parler des problèmes encourus et les choses à ne pas rééditer. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose, ça s'est plutôt quand même bien passé. Ce qu'on a fait essentiellement, c'est qu'on a augmenté le nombre d'électrovannes qui permettent d'isoler les arrivées d'eau grise brute. C'est-à-dire qu'au départ, on collectait toutes les eaux grises brutes et on avait une électrovanne uniquement sur le collecteur général qui permettait qu'en cas de problème, on envoie toute l'eau grise brute à la poubelle. Là, on a décidé d'être un peu plus malin, c'est-à-dire de l'isoler bâtiment par bâtiment pour éviter déjà pour faire une recherche d'incidents, ça c'était plus facile, et pour éviter de jeter de l'eau qui aurait pu être traitée. Voilà. Ensuite, bon, il y a eu quelques modifications sur le volume et sur l'emplacement des cuves de stockage, mais ça n'a. Voilà, c'est juste des incompatibilités techniques avec d'autres ouvrages. On a ajouté une sonde de turbidité à la sortie du système de traitement, en complément de la conductivité qui était déjà prévue. Tout ça pour identifier plus rapidement un problème lié aux membranes de filtration. On a également doublé la capacité du tamis rotatif, parce qu'on on est quand même sur un gros traitement, 126 logements, on vise une économie d'eau d'environ 9000 m3 par an quand même. Donc il y a beaucoup d'eau à passer et on avait peur que le tamis de 3 m3 se colmate trop vite, donc il y ait besoin de trop souvent intervenir pour le décolmater. Donc on a augmenté sa capacité pour ne pas avoir de problème. Et enfin, on a remplacé le type de chloration finale, qui était à la base une chloration chimique, par un système de catalyse, donc d'électrochloration en ligne. Donc ça, c'était pendant la phase conception de l'opération. Ensuite, durant la phase installation, bon, c'est juste des problèmes de coordination d'entreprise et de limite de prestation entre les lots, entre les différents lots, notamment le plombier qui a fait toutes les installations de tuyauterie et l'entreprise de filtration. Et donc, pendant la phase mise en service, donc depuis le mois de mars, les problèmes qu'on a pu avoir, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une certaine quantité de déchets de chantier, on va dire entre parenthèses, hein, je parle de ça, mais ça peut être des gravillons, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément hydrocurés dans leur intégralité avant une livraison. C'est pas faisable. Donc, il y a eu une phase où on a essuyé un peu, voilà, rapidement, ça s'est fait rapidement, mais il a fallu nettoyer les réseaux
avant de mettre en service l'appareillage. Ensuite, on a ajusté donc, la chloration en ligne par le réglage de la catalyse. On a aussi revu les fréquences de backwash, donc avec des colmatages un peu plus comment dire, récurrents que ce qu'on avait prévu. Donc, il a fallu faire des réglages sur ce niveau-là. Que dire d'autre? On a aussi, pour des raisons de praticité, on a tout un système de surveillance à distance du système qui a été mis en place. Donc, bien sûr, il y a des soucis techniques de communication. Il faut retranscrire on est quand même en sous-sol -2 pour certains équipements, donc il faut réussir à faire passer un signal du sous-sol -2 jusqu'à un GSM pour... voilà, donc il y a eu quelques soucis là-dessus, mais bon, c'est que des problèmes techniques assez faciles à gérer. Et enfin, ce qui n'était pas prévu par contre, c'était la gestion à distance du groupe de surpression. Voilà. Ça, on ne l'avait pas du tout prévu. On était parti sur un groupe de surpression standard. Et en fait, on a trouvé utile de pouvoir le gérer à distance également, de l'arrêter, de le mettre en service à distance. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Je suis prêt à prendre vos questions, si vous en avez. Oui. Merci. Oui. Le local technique, oui. Il fait combien en mètres carrés? Alors, c'est l'équivalent de 2 places de parking, donc 20 mètres carrés. 20 mètres. Voilà. Coût d'opération, une idée? Oui, bien sûr, à peu près 3 000 € du logement. Voilà. Non subventionné d'ailleurs, je tiens à le dire. Voilà, donc pour nous, un investissement pur. L'origine du projet, nous, c'était uniquement, comme Mme Surzac vous l'a dit, à l'été 22, là où il y avait des arrêtés préfectoraux de partout, mon patron m'a dit, Julien, trouve une solution pour économiser de l'eau à grande échelle. Et puis voilà, il m'a donné le feu vert. Et donc, je pense avoir trouvé la meilleure solution pour économiser la plus grande quantité d'eau possible sur cette opération. Donc, 9000 m3 par an, c'est quand même l'équivalent de 3 piscines olympiques qu'on pourrait remplir. Donc c'est déjà très bien. Oui. Est-ce que 3 000 € par logement, c'est un frein pour les acheteurs? Alors 3 000, oui, alors oui, ça n'a pas servi du tout d'argument de vente, du tout. Déjà, non, aucun. Voilà. Non, ça ne sert pas du tout d'argument de vente. Nous, on l'a pris, pour vous dire, le dossier était déjà lancé en commercialisation. On a pris la décision de faire ça. Donc, on n'a pas non plus communiqué plus que ça dessus. Mais ça n'aurait pas... parce qu'il y a la fin de la commercialisation qui s'est faite avec ce dispositif. Ça n'a pas aidé plus que ça à la vente. J'ai envie de vous dire, même de nos jours, on a plus tendance à baisser les prix de vente que de les augmenter pour une raison même environnementale, qui est une bonne raison. Donc, pour l'instant, de nos jours, on ne peut pas s'en servir comme argument pour pouvoir récupérer cet investissement dans le prix de vente. Voilà. C'est de la perte pour nous. Il y a une dernière question. Oui. 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 Ah, bien sûr, ouais, ça a été anticipé, ça a été même une raison primordiale à la concrétisation de ce projet. C'est-à-dire que moi, je ne voulais absolument pas que et d'autant plus, excusez-moi, que les copropriétaires, ceux qui avaient acheté avant qu'on prenne cette décision, ne savaient pas qu'il y allait avoir ce système de recyclage. Donc, moi, la condition sine qua non, c'était que les coûts d'exploitation ne dépassent jamais les économies d'eau au jour J, c'est-à-dire au moment où on a décidé de le faire, donc en 2023. Donc en 2023, avec les prix d'eau de 2023, on arrivait à l'équilibre, c'est-à-dire pas plus ni moins. Sachant qu'on a été, je pense, très défavorable dans les coûts d'analyse. Comme je vous l'ai dit, on avait anticipé des analyses beaucoup plus fréquentes que ce que la norme nous l'exige maintenant. Donc, je pense que très vite, ils vont y être gagnants. Je pense que dès la première année, ils vont y être gagnants. Et je pense aussi que le prix de l'eau va augmenter. Donc, plus les années vont passer et plus ils seront gagnants. Très bien, merci beaucoup. Voilà.
Du coup, donc pour finir, Envirobat Occitanie, on est un centre de ressources, mais aussi un organisme de formation. Donc maintenant que vous êtes bien inspirés, je voulais vous montrer aussi comment vous outiller davantage en fait et comment concrétiser aussi sur vos projets ce genre d'initiative. Donc on propose actuellement 2 formations sur le sujet de l'eau. C'est celle que vous voyez en bas. C'est des formations d'1 jour, donc plutôt des formats courts. La première que vous voyez en bas, c'est une formation sur tout ce qu'on a pu voir un peu aujourd'hui, tous les enjeux globaux qui touchent à l'eau dans un projet d'aménagement, mais aussi de bâtiment. La deuxième formation que vous voyez en bas, c'est pour vous aider, en fait, c'est pour vous outiller à l'aide d'un outil Excel très simple. C'est pour vous permettre de faire des économies d'eau sur des bâtiments. Donc vous repartez avec cet outil-là et puis ça vous aide à calculer les économies d'eau. Et dernière formation qui est aussi en lien avec le sujet de l'eau, c'est sur la conception, réalisation de cours d'école, de collège et de lycée. Si vous êtes maître d'ouvrage ou si vous travaillez sur ce genre d'opération, c'est vraiment une formation en 1 jour pour ne rien oublier, pour tout savoir, mais aussi ne rien oublier sur ce genre d'opération. Et on fait également une remise actuellement sur celle-ci. Des outils, on en propose plein, des ressources, des guides. Vous avez tout ça en ligne sur le site d'Envirobat Occitanie qui a fait peau neuve, qui est plus joli qu'avant, mais aussi mieux réalisé par rapport à la recherche de documents. Donc je vous ai partagé ici ce qu'on appelle les Rex-O. C'est des petits documents très courts, très synthétiques, qui font en fait des retours d'expérience sur des sujets précis. Donc là, je vous ai mis les eaux usées traitées, les eaux pluviales. Mais il y a aussi d'autres sujets sur ces fiches-là. Et aussi, je voulais finir en vous disant que je vous invite à échanger avec notre réseau d'adhérents. Vous avez eu, là, lors des interventions, plusieurs de nos adhérents. Donc, vous avez l'annuaire en fait, des adhérents de l'association qui est en ligne, que vous pouvez joindre. Et aussi, donc, le réseau des adhérents d'Envirobat, c'est un réseau que vous pouvez rejoindre, que vous pouvez aussi soutenir en adhérant à l'association. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé, d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et je voulais remercier aussi la CAPEP 31 qui nous prête ses locaux pour cet événement. Donc je vous invite à poursuivre les échanges juste derrière, autour d'un verre. Et à bientôt, j'espère.